Donc, je vais vous expliquer le programme, non seulement de ce soir, mais aussi des jours à venir, puisqu'on va avoir un programme assez chargé. Je vais vous expliquer aussi peut-être un petit peu le contexte. Donc pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, déjà, bienvenue, je suis très contente de vous avoir. Sachez qu'ici, tous les mercredis, à 17h30, on fait des live lectures de sciences sociales. Je lis plein de sujets différents, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, de la science politique. J'ai moi-même une formation en sciences politiques. Et l'idée, qui vient de Lyon 2, voilà, si vous voulez tout savoir. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est de creuser des sujets ensemble. C'est du react de lecture. C'est-à-dire qu'en gros, les trucs que je vais lire avec vous, je les ai pas lus avant et je les découvre avec vous. Exactement, des fois, on regarde des documentaires, comme dit Lisa Bull. Des fois, on n'est pas que sur de la lecture. Mais globalement, voilà, on fait des sujets de société comme ça qu'on creuse et on essaye d'en savoir plus sur ces sujets-là. Et puis, des fois, on dérive, on a des témoignages de la part du chat. Dans tous les cas, moi, je découvre vraiment avec vous. Donc, des fois, à chaque fois, j'apprends des choses, mais des fois, je comprends pas ce que je lis, donc je dois aller chercher d'autres choses et tout. Enfin, voilà. Voilà. Salut Justin. Salut Harry Sarkeo. Donc, pour le contexte, il y a Marie Kigai, qui m'a envoyé un message il y a quelques mois de ça, et qui m'a dit « J'ai peut-être une proposition pour tes cycles de lecture en sciences sociales. » Si vous vous souvenez bien, parce que vous connaissez ma chaîne et que vous avez le background, salut Viviane. Eh bien, figurez-vous que c'est elle qui m'a aidé à faire le dossier CNC, qui m'a permis d'avoir un financement public pour les 3 cycles de lecture précédents, qui étaient les riches, les femmes en politique et les vieux, qui sont disponibles sur ma chaîne de rediffusion en ce moment. Je suis en train de publier sur les femmes en politique, il y a un peu de retard, mais voilà. Vous avez les cycles qui sont dispo. Marie qui gère, exactement. Marie Kigai qui du coup a une boîte de prod et gère de l'événementiel aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. On va y venir après. Du coup, elle me dit, voilà, je travaille avec la Ligue de l'enseignement, qui est vraiment... Enfin voilà, c'est super cool de bosser avec eux. Et j'ai une idée pour tes cycles de lecture en sciences sociales, que ça soit sponsorisé en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. C'est pour ça que j'ai mis collaboration commerciale pour pas me prendre un procès au cul. Mais voilà, dans l'idée, c'est d'essayer d'utiliser la Ligue de l'enseignement comme terrain un petit peu pour parler du monde associatif en général. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est ce que j'ai proposé du coup à Marie et à la Ligue de l'enseignement, c'est que je lis des textes scientifiques et après je lis des petits trucs sur la Ligue de l'enseignement pour avoir un peu des exemples, quoi, pour que ça soit un peu plus concret. Et le point culminant de tout ça, parce que là on va faire 6 séances de lecture ensemble, comme tous les autres cycles de lecture à peu près, c'est ça, 6 séances. Le point culminant, il se déroulera fin janvier et ce sera, je vous donnerai les infos précises, ne paniquez pas, ce sera un live en plateau, comme les cycles de lecture du CNC, où vous savez, on avait fait les lectures et après émission en plateau pour débriefer de tout ça, discuter avec des invités et tout. Et bien là, ça sera la même chose, sauf qu'il y aura du public. Donc vous aurez la possibilité de venir voir l'émission en live, et puis on prendra aussi, on va faire des sessions de discussion, en tout cas de questions avec le public. Vous pourrez poser vos questions du coup en live et pas juste dans le chat, et passer un moment avec nous. Il y aura des gens de la Ligue de l'enseignement, potentiellement d'autres personnes. Je vous en dis pas plus, de toute façon on est en train de réussir à préparer tout ça, à mettre en place tout ça. Voilà. On pourra jeter des avions de papier, ouais vous aurez le droit. Vu que c'est le logo de la Ligue de l'enseignement, les avions en papier, franchement, vous pouvez. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur une association écolo. Ah, stylé, salut la canne. Stylé. Donc voilà, donc j'ai trop hâte. De toute façon, ça va être... Vous verrez la mise en place du truc, ça va être un peu long, donc j'aurai le temps de vous en reparler. Mais dites-vous que voilà, maintenant on part sur tout un cycle de lecture sur le monde associatif. Je suis 100% libre de la ligne éditoriale. Donc la collaboration, elle se fait juste sur le fait que c'est des ressources en fait qui vont être disponibles aussi pour la Ligue de l'enseignement, mais live. C'est aussi le fait que je peux vous parler de la Ligue de l'enseignement. Mais sinon, les lectures que j'ai choisies et ce qu'on va faire pendant l'émission en plateau, voilà, d'un point de vue édito, je fais ce que je veux, quoi. Donc, il n'y a pas de choses que j'ai pas le droit de dire ou quoi. Soyez rassurés là-dessus. De toute façon, c'est de l'associatif aussi. L'associatif, c'est beaucoup de bricolage et c'est aussi faire confiance aux gens avec qui on bosse. Donc là, je suis libre. C'est beau. C'est beau. Salut Firecrow. Pas comme quand on m'avait proposé une OPSP avec le Figaro et que quand j'avais dit, c'est mort, ils ont fait, ouais, de toute façon, je pouvais pas te garantir que tu pouvais 100% dire ce que tu voulais en termes de ligne éditoriale. Ah bon? Mais comme c'est surprenant. Comme c'est surprenant que je peux pas dire ce que je veux avec le Figaro. C'est bizarre. Voilà. Bon, c'était un peu drôle. Évidemment, j'ai dit non. Mais voilà. Le F-word. Sachez qu'on dit non à beaucoup de projets un peu nazes. Donc là, je suis très contente d'avoir un projet un peu cool qui se profile devant moi.
Ce que je vous propose pour la lecture d'aujourd'hui, qu'on terminera par un petit React C'est pas sorcier pour se détendre, évidemment, c'est la routine ici. Mais ce que je vous propose, en tout cas pour ce cycle de lecture, pour le commencer, ça va être le travail un peu chiant de définition, mais c'est très court. Je suis tombée sur un article de Camille Amidi qui bosse notamment à Lyon 2, hein, donc en fait, je suis juste en train de prêcher pour ma paroisse. Mais vous allez voir, on va lire le travail de Camille Amidi qui est dans le dictionnaire des mouvements sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez ce dictionnaire. En fait, les chercheurs et chercheuses en sciences sociales, ils font un truc super, des fois, c'est de se faire chier à définir les termes de manière assez précise. Et du coup, le dictionnaire des mouvements sociaux, je pense que je peux vous l'ouvrir en entier. Il fait 600 pages et il y a plein de... Il y a plein de trucs différents, voilà. Analyse des cadres, analyse formelle, analyse marxiste. Il y a tout, art et contestation, boycott, barricade. Il y a des définitions de globalement un peu tout. Choc moral, voilà. Contre-mouvement, courant pragmatique. C'est hyper bien. Il faut pas hésiter à feuilleter. C'est disponible dans vos bibliothèques. Vous pouvez demander d'ailleurs à votre médiathèque si le bouquin n'est pas disponible pour le commander. N'hésitez pas, c'est des super... Donc c'est des chercheurs qui définissent des termes. Et en vrai, c'est super pratique pour des fois te dire, ok, il y a ce mot là qui est tout le temps utilisé, genre insurrection et émeute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le langage médiatique, c'est beaucoup utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue scientifique? Voilà. Et des fois, c'est des phrases complètes, hein. C'est pas un dictionnaire juste avec des mots. Allez, maintien de l'ordre, c'est plus une expression qu'autre chose. Mais ça permet de définir les choses, de poser un cadre. C'est un peu plus clair après une fois qu'on l'a fait. Donc les dicos comme ça, c'est super. Quand ils sont faits par des chercheurs, n'hésitez pas à les feuilleter dedans. Et je me suis dit que c'était un bon point de départ de commencer par cette page de dictionnaire qui s'appelle Associations et mouvements sociaux dans le dictionnaire des mouvements sociaux. Ah, Moubot vous harcèle avec Outer Wilds. Attendez, je vais le calmer. Vous avez le point d'exclamation lecture qui est disponible, qui vous spoil les lectures qu'on va faire aujourd'hui. Et après, vous avez le point d'exclamation Ligue de l'enseignement qui explique ce qu'est la Ligue de l'enseignement. Je vous ferai des rappels de toute façon de manière régulière si vous en avez besoin. Vous inquiétez pas. Je vais vous l'épingler d'ailleurs en haut parce que ça s'est désépinglé. Pas merci Twitch. Voilà, Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire laïque reconnu d'utilité publique. Incroyable, magnifique. Donc normalement, vous avez toutes les infos. Oui, c'est bon. Et peut-être que je vais faire ça au niveau du chat. Comme je vous disais, j'ai eu des petits problèmes avec OBS, donc je vais faire des réglages aussi un petit peu en stream. Voilà. La thématique globale, en tout cas aujourd'hui, c'est de faire ce travail de définition. Et puis après, on va aller voir comment est-ce que l'État vient essayer de réglementer les associations. Comment est-ce que la Ligue de l'enseignement le perçoit, mais comment est-ce qu'aussi les chercheurs perçoivent ce changement un petit peu de paradigme où l'État vient mettre son nez dans les associations pour dire « Ah, vous devriez fonctionner comme ça, vous devriez faire ci. » On va donner des subventions pour que vous fassiez ça. Les associations qui sont toutes globalement, je vous spoil un petit peu ce qu'on va dire aujourd'hui, même si j'ai pas lu les articles, hein, mais je pense que vous le savez globalement, les associations ont de moins en moins d'argent, donc les associations sont globalement dans une énorme dèche en fait. Et comme c'est un petit peu la merde, eh ben, elles doivent courir après les financements. C'est un peu compliqué. Et plus vous êtes gros, plus vous êtes en capacité de fédérer, d'avoir des fédérations hein, littéralement, plus c'est facile. Mais en vrai, faut avoir des gens qui sont spécifiques et qui font les dossiers, dont le poste spécifiquement, c'est justement de faire les dossiers. Donc c'est un peu, voilà. C'est un peu compliqué aujourd'hui pour le monde associatif et on parlera de tout ça. Donc on va comme les chercheurs qui disent les termes, exactement. On va commencer par la définition, mais il faut que je remette le petit collabo coco, sinon je vais avoir un procès au FIAC. Il est où le collabo coco? Collabo coco, copier. Est-ce que ça marche si je fais ça? Coller en référence, voilà, collabo coco. Je vous le mets là. C'est pas du tout surchargé, hein. On est bien. Hein. En vrai, je pense que je vais passer... C'est une strat pour les contrôler indirectement avec les financements. Bah, il y a un peu de ça. Après, on lira ce qu'en dit la Ligue de l'enseignement. Parce que, en fait, c'est important que ça soit les acteurs associatifs qui en parlent directement aussi de comment est-ce qu'ils vivent ça. Moi, d'un regard extérieur aussi, j'ai l'impression que c'est plus insidieux que ça. C'est que, en fait, comme les financements, ils sont fléchés, tu peux pas avoir un financement n'importe comment. Et ben, en fait, ça vient contraindre quelles actions vont avoir des financements ou non. Et typiquement, moi, j'ai bossé dans une asso qui faisait une asso d'éducation populaire aussi à Lyon. Et dans cette asso, il y avait certains des projets qui n'étaient pas du tout financés et qui ne reposaient parce que ça n'intéressait pas l'État. Donc c'était des actions pour faire de l'éducation populaire pour les adultes, notamment université populaire pour les adultes, donc de distribuer du savoir aux adultes, du savoir politique notamment, de les politiser, de leur apprendre
voilà, du savoir pratique sur comment se mobiliser et tout, ça, bizarrement, l'État, il a pas envie de financer. Donc le problème, c'est qu'il y a certains trucs où, si t'as pas des gens qui font des dons, tu ne peux pas faire ces actions. Donc ça vient contraindre qu'est-ce qui est viable pour une asso ou pas. Et une asso qui est, par exemple, c'est le cas de mon asso, en redressement judiciaire parce qu'il y a eu des problèmes de gestion et tout, bah du coup, s'ils ont plus de thunes, ils vont faire que les choses qui sont financées par l'État parce que sinon, c'est pas viable. Et du coup, il y a certaines catégories de population qui peuvent être complètement abandonnées parce qu'elles font pas partie du parcours fléché de l'État, vous voyez. Enfin, en fait, c'est des populations qui sont pas bankable pour l'État parce que ça fait pas... scandale dans le débat public, on n'entend pas parler d'elle, donc on s'en fout. Donc, bah, on va pas mettre d'argent là-dedans. Typiquement, les travailleurs et travailleuses du sexe, quoi. Tout ce qui est association qui travaille autour des questions de prostitution et tout, en fait, globalement, l'État, comme il est à tendance abolitionniste, il voudrait que ça n'existe pas comme emploi, bah, en fait, ils vont pas se pencher là-dessus. Donc, il n'y a pas de financement. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de dons privés pour que ça fonctionne et que les assos roulent, quoi. Donc, voilà. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'enjeu. J'étais en train d'hésiter pour que ça soit plus facilement lisible pour vous. Ouais, on va passer à ce setup-là. Hein. Ouais. Et comme ça, vous voyez le titre, j'ai pas besoin. Voilà, franchement, on passe à ce setup-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plus... L'autre setup, c'est quand j'ai mon bouquin et que je peux lire avec mes mains au-dessus. Mais là, en fait, ça n'ira pas. On respire plus, ouais, c'est mieux. Pour des lectures en ligne... Il y a des bouquins qui existent sur le monde associatif, mais là, en fait, j'ai pas décidé de les acheter parce que je vais lire que 1 ou 2 chapitres dans plein de bouquins différents. Donc, on va faire des lectures en ligne pour ce cycle. Donc, on va être sur ce format-là. Je vais juste vous mettre, du coup... Hop. Voilà. Normalement, ça fait pas planter. Non, normalement, ça fait pas planter. C'est magnifique. C'est bien. Cool, le sujet de ce soir, je suis justement dans le CA d'une association cinématographique et l'équilibre est compliqué. Ah, parce que pareil, au niveau des financements, c'est This is la dèche. Mais dégagez! Mais dégagez! Je vous ai mis le lien des partenaires en haut, comme ça vous voyez. Voilà, normalement c'est bon. Merci Skiros pour le raid. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Vous arrivez juste au moment où on allait commencer à lire le dictionnaire des mouvements sociaux, histoire qu'on sache un petit peu ce que c'est qu'une association. Voilà. C'est défini par Camille Amidi, qui est politiste, spécialiste de la science politique. Et voilà. En France, merci Skiros pour le raid. Et bonsoir, bouquineuse. En France, la loi de 1901 définit l'association comme la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances, leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas une entreprise, quoi. Il n'y a pas de bénéfice à se faire quand on fait une association. J'ai un peu zoomé parce que sinon j'ai l'impression que c'était illisible pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Putain, blanc sur blanc par contre. Hein, blanc sur blanc, on voit pas les logos. Hein. Mais je pense qu'on va s'en remettre. Hein. C'est pas très grave. Ah, sinon je peux faire filtre. Vraiment, je suis une professionnelle. Hein. Attention, filtre couleur. On peut pas, d'accord, super. Bah je verrai ça plus tard. Pour le prochain stream, c'est pas très grave si on n'a pas les logos aujourd'hui. Bon timing, effectivement, on vient juste de lancer. On vient tout juste de lancer. Hop. Très bien. Vous comprenez rien à ce que je fais, mais j'ai des problèmes de setup OBS. Mon PC, il a explosé. J'ai galéré à lancer mon stream. Et les mises à jour, hein, c'est comme ça. Eh oui. Donc voilà, donc dans tous les cas, la définition d'une association, elle est dans la loi de 1901 en France. Donc c'est très défini ce cadre-là. Et cette loi de 1901, c'est pour ça qu'on dit association sous loi de 1901 quand vous créez une asso. C'est pour dire, bah voilà, c'est dans ce cadre-là. Et donc ça veut dire que tu ne dois pas faire de bénéfices. Hein. Les associations sont définies et réglementées très différemment selon les pays. Elles font parfois l'objet d'une loi spécifique, comme en France ou en Allemagne. Elles peuvent aussi être régulées par le droit coutumier. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni, ou encore relever des dispositions concernant plus largement la liberté d'opinion et d'expression comme aux États-Unis. C'est vrai que souvent, c'est lié à la liberté d'opinion et d'expression que de pouvoir s'associer. L'extension Dark Reader est trop cool. Ah, je pourrais peut-être essayer d'installer ça. Parce que lire en blanc, c'est très frustrant. Hein. Kern n'est disponible qu'en blanc.
Donc c'est très très frustrant. Je vais peut-être télécharger l'application. Kern, c'est un site pour lire des travaux de recherche en sciences sociales. Vous avez plein de revues de chercheurs et chercheuses qui sont dispo sur ce site. Et sachez que vous avez le droit d'y avoir accès, notamment via vos médiathèques, bibliothèques. Même si vous habitez dans un petit bourg et tout, il y a plein de ressources en ligne qui sont dispo via bibliothèque, médiathèque. Et si vous êtes au chômage, allocation adulte handicapé, etc., vous y avez accès gratuitement à la bibliothèque. Hein. C'est important. Si vous êtes résident, pas de problème. N'hésitez pas. Donc, dans ce dernier cas, dans le cas du coup où les associations sont liées à la liberté d'opinion et d'expression, les non-profit, organisations sans but lucratif, qui agissent en faveur du bien commun, du bien commun bien sûr, du bien commun, jouissent d'un statut fiscal avantageux, exemption fiscale et possibilité de recevoir des dons exonérés d'impôts. C'est ce statut qui contribue à les définir. Ah, c'est ça. Donc, tu fais une association pour le bien commun, et donc là, t'es exonéré d'impôts quand les gens font des dons. Ok. Donc, pour l'instant, c'est des choses que vous savez, normalement. Enfin, c'est assez classique. C'est la raison pour laquelle les travaux qui procèdent à des comparaisons internationales sur les associations raisonnent plutôt en termes de secteurs et d'institutions sans but lucratif. Ah oui, c'est un secteur sans but lucratif. Parce qu'il y a les ONG aussi dedans. Salut Nikou. Ouais, pour le cinéma, il y a le CNC qui existe, ouais. Après, le CNC ne finance pas tout. Hein. Ouais, mais oui, clairement, ouais. Enfin, tu le sais mieux que moi, Vernal, bien sûr. Je le dis pour tout le monde. Donc voilà, donc on va parler plutôt de secteurs et d'institutions sans but lucratif. Cela désigne l'ensemble des organisations formelles, privées, c'est-à-dire distinctes de l'État et des collectivités locales, indépendantes, qui ne distribuent pas de profit à leurs membres ou à leurs administrateurs, et dans laquelle l'adhésion est libre et volontaire. Donc en gros, les associations, qui sont des institutions là, sans but lucratif, elles ne sont pas liées à l'État ou aux collectivités locales, donc elles sont indépendantes des pouvoirs publics. C'est pas à but lucratif, donc il n'y a pas de profit à en tirer. Et l'adhésion pour rentrer dans une asso, elle est libre et volontaire. Même s'il y a des gens qui peuvent être recrutés et salariés, globalement, tu peux être bénévole dans une asso de manière libre et volontaire. T'es pas obligé d'être dans une association, quoi. Cette grande diversité des statuts se combine à une extrême variété des types d'organisations concernées. Donc, dans ce statut-là, on va dire d'institutions, qu'est-ce qu'ils ont dit? Institutions sans but lucratif, c'est ça. Dans ces institutions sans but lucratif, on retrouve des petites associations locales, sportives ou de loisirs. Oui, typiquement, votre petit club de pétanque ou de foot local, ça en fait partie, hein, c'est une asso. Sous loi de 1901, du coup, en France. Ça peut être des établissements médicaux ou sociaux, ou de très grosses organisations non gouvernementales. Greenpeace, par exemple, typiquement, c'est une asso, quoi. Ça peut être non gouvernemental, même international. Ça peut être des fondations, de prestigieuses universités ou de très grands musées. Aux États-Unis, des organisations militantes, etc. Donc ça, c'est pas sous loi de 1900, mais vous voyez, c'est dans ce statut, en tout cas, d'institutions sans but lucratif. Vous avez des grosses ONG, vous avez potentiellement de très grands musées, etc. La taille, les budgets, les secteurs d'activité, la part de salariés, l'existence ou non d'un projet de contestation de l'ordre social et le fait de fournir ou non des services aux usagers, de faire ou pas de l'advocacy, varient ainsi considérablement selon les cas de figure considérés. Alors attendez, l'advocacy, normalement, si on va dans le dictionnaire des mouvements sociaux, il y a une définition. Tintin. La FIFA, bah bien sûr, la FIFA, ça rentre dedans. Faut qu'on aille à A. Putain, je me fais encore appeler... c'est encore un démarchage de merde, ça. J'en peux plus. Alors, advocacy, normalement, ils l'ont. Hein. AD. Ah non, ils l'ont pas. Oh, c'est trop grave. J'ai pas copié-collé avec le bon. Ok. Normalement, en fait, quand c'est écrit en anglais, ils traduisent quand même. En politique, le plaidoyer traduit aussi par la défense des droits, opinion écrite ou orale d'une opinion, d'une cause, d'une politique, d'un groupe de personnes. Je pensais qu'il le définirait parce que dans le dictionnaire des mouvements sociaux, on parle souvent d'advocacy, mais bon, ok. Donc voilà, dans les associations, tu peux en avoir certaines qui ont un projet de contestation de l'ordre social. Il y en a certaines qui fournissent des services aux usagers. Le service, par exemple, ça peut être que tu as accès à des entraînements de sport, tu es coaché, par exemple, ou tu peux avoir accès à des cours de dessin. Enfin voilà, ça, c'est des services qui te sont rendus par le fait que tu participes à l'association. De faire de l'advocacy, donc des plaidoyers pour défendre potentiellement des causes, ça varie considérablement selon les cas de figure, donc selon les assos.
Ready pour monter dans le camion de la science. Pas encore ready, hein, on a encore le temps là. On vient de commencer la lecture, Percy. Salut Carfal. Interroger le lien entre les associations et les mouvements sociaux nécessite de prendre en compte la diversité du monde associatif et de ses évolutions, en particulier dans les années 80. On a pu considérer les associations comme étant les réseaux structurant les mouvements sociaux, fonctionnant souvent comme leur cheville ouvrière et leur porte-parole. On pense par exemple au rôle des organisations comme la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ou le CORE, Congress of Racial Equality. Il y a des associations aussi plus locales dans le déclenchement et la structuration du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Donc typiquement, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, il a été poussé aussi par des mouvements associatifs. Mais après, il y a le... C'est souvent par des collectifs ou des associations que se structure aussi la lutte. Si on pense au mouvement féministe, ça passe aussi, ça se structure aussi dans des collectifs et des assos pour justement faire des plaidoyers, faire pression, s'organiser et tout ça. Ce lien semble moins évident aujourd'hui. Donc le lien entre mouvement social et association, c'est de moins en moins évident. Pas qu'en France, hein, là, elle parle du monde en général, Camille Amidi. Dans un contexte de redéploiement de l'État, les associations prennent en charge une part croissante de l'action publique dans une multitude de secteurs. C'est ce que disait quelqu'un dans le chat en disant... elles font le travail de l'État, quoi. L'État va dire aux associations, va leur déléguer certaines tâches. Va dire, bah ça, vous pouvez le prendre en charge, on vous donne des sous pour que vous preniez ça en charge. Il y a des financements publics qui vont pour que les assos gèrent certaines choses. Ce faisant, les associations se professionnalisent et dépendent de façon croissante de financements extérieurs, qui sont soit publics, soit privés. Ce qui interroge leur capacité à porter librement un message politique. C'est ça. D'un point de vue politique, les assos sont de moins en moins indépendantes, quoi. Là, c'est ce que dit la chercheuse. C'est pour ça que la définition d'association, au final, elle est mouvante aussi. Tu pouvais clairement voir les associations comme un truc très politique et très bouleversement de l'ordre social. On crée des services pour les gens, mais on est aussi là potentiellement pour mener une lutte. Et aujourd'hui, c'est peut-être de moins en moins le cas, quoi. C'est des professionnels, c'est des salariés, on obtient des sous pour faire des tâches très spécifiques. On a fait tout un cycle de lecture sur les grosses ONG internationales, c'est disponible sur la chaîne de Rediff. N'hésitez pas à aller regarder tout ça, parce qu'on s'est retrouvés déjà à parler de ça. Du fait que, par exemple, si on prend Greenpeace, il y avait un message à la base qui était très marxiste et très révolutionnaire. Et là, maintenant, ça se retrouve à faire du travail de gestion pour des États internationaux qui se... Voilà. Et c'est plus qu'une grosse asso qui fait des petits trucs pour... Enfin, c'est un pansement sur une hémorragie, quoi. Vous voyez, c'est chaud. Enfin, c'est... Il y a l'artère, elle est en train de se vider complètement et on met un tout petit pansement, quoi. Là, on est dans ce genre de gestion, malheureusement, de la part des associations. Qu'elles soient très grosses ou petites, hein. C'est aussi, sans les avantages des employés de l'État, une forme d'ubérisation avant l'heure. C'est vrai, ouais. Je suis tombée sur des lectures qui parlaient du monde salarial, d'être employé dans des associations, qu'est-ce que ça veut dire, mais je les ai pas mis de côté, ces lectures-là. Peut-être plus tard. Mais tout simplement parce qu'on avait déjà beaucoup parlé de ça dans le cycle sur les ONG. Qu'est-ce que c'est que de travailler pour une ONG? Donc pareil, n'hésitez pas à regarder les rediffs. J'avais pas envie de... Enfin, j'avais pas envie que ça empiète trop sur ce qu'on avait déjà dit. On a plein d'autres choses à dire, quoi. C'est le cas, par exemple, en santé publique. L'ARS délègue de plus en plus des missions de coordination aux acteurs associatifs tout en exigeant sans prendre la responsabilité d'agir. Putain, mais c'est chaud, hein. Que l'État soit exigeant et demande des choses tout en ne finançant quasiment rien ou en sous-finançant. Bah, c'est horrible. C'est pire que ça, il pompe ton sang pendant l'hémorragie. Allez, la métaphore est belle. Horrible. La relation entre associations et mouvements sociaux ne peut donc plus être pensée sans interroger simultanément le rapport que ce diptyque entretient avec l'État, voire avec le secteur privé. En fait, c'est ça le problème qu'on avait aussi dans l'asso dans laquelle j'étais, c'est qu'à la fois on avait des financements publics, à la fois on avait des financements privés qui étaient du don de personnes, d'individus. Et en fait, tu te rendais compte que quand tu avais envie d'avoir un propos politique, si t'étais trop perçu comme engagé, les sources de financement de l'État, il faut que tu fasses le bien commun. Et donc, si tu fais le bien commun, il faut que ça soit pour tout le monde. Donc, si tu fais des choses qui sont perçues comme communautaristes, par exemple, je vous mets les guillemets à l'oral, je prends des pauses pour que vous ayez les guillemets à l'oral, mais si on a l'impression que tu fais du communautarisme parce que tu t'intéresses à certaines catégories de population qui sont plus marginalisées, qui sont plus précarisées et tout, là, est-ce que l'État il va vraiment avoir envie de te financer ?
Et oui, peut-être que tu n'es plus dans le bien commun, hein. C'est horrible, hein. Maintenant, le gouvernement légifère sur le fait de pouvoir utiliser l'écriture inclusive. Oui, c'est vrai. Le fait de ne pas pouvoir l'utiliser au risque de se faire retirer ses financements. C'est vrai que par exemple une association qui remplit ses dossiers en faisant de l'écriture inclusive, on peut se questionner sur le fait que potentiellement elle peut perdre ses financements. Ouais. Nous on écrivait tout en écriture inclusive par exemple pour mon asso. Je sais pas s'ils ont fait machine arrière à cause de ce qui se passe avec le gouvernement, c'est vrai. Tu quittes l'arc républicain, c'est ça. Si tu fais ça, tu quittes l'arc républicain. Mais le problème, c'est que toi, tu as envie de résister, tu as envie de dire, bah non, je vais continuer à utiliser l'écriture inclusive. Mais du coup, si tu le fais et que ton association, elle disparaît parce qu'elle a plus de financement, comment tu fais, quoi? Du coup, il n'y a plus rien. Et pourtant, t'aides des personnes concrètement avec ton asso. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est ici le fan club de Charles Hernu. Putain, la vidéo sur Charles Hernu, je crois qu'on n'a rien dit de positif sur lui, quoi. On n'a rien trouvé, d'ailleurs, de positif sur lui. Salut, Pitmule. Il a quand même posé une bombe sur un bateau de Greenpeace à l'époque où Greenpeace était encore pas trop SOSDEM, quoi. C'est grave. C'est très grave. Salut, Spark Demon. Bref. Pensez le triptyque association, mouvements sociaux, État. Les premiers travaux empiriques, donc les travaux de recherche, hein. Les premiers travaux de recherche consacrés aux associations en France les ont abordés sous l'angle de l'engagement, en interrogeant les mutations du militantisme qu'elles révélaient. Donc les gens qui s'engagent dans le monde associatif, qui sont ces personnes-là? Comment est-ce qu'elles s'engagent? Comment est-ce qu'elles quittent potentiellement l'engagement? Parce qu'en fait, rejoindre une association, c'est une forme de militantisme parfois. Des gens ne le voient pas comme ça d'autres fois. Mais bon, voilà, il y a quand même ce truc-là ça montre un petit peu les évolutions du monde militant quand les gens investissent les associations, plutôt par exemple que des syndicats ou des collectifs informels, ou voilà. À partir des années 80-90, on s'interroge sur le déclin des formes d'engagement traditionnelles dans les partis et les syndicats. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a de moins en moins de gens qui adhèrent aux partis et aux syndicats. Il y a plus d'associations avec des bénévoles et tout, donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un basculement? Les associations apparaissent comme des lieux permettant des formes d'engagement renouvelées, plus distanciées, autonomes. À partir de la fin des années 90, la sociologie de l'action publique connaît un essor considérable en France. Donc ça, c'est une branche de la sociologie, de l'action collective, pardon. J'ai dit action publique, excusez-moi. L'action publique, c'est bien après que ça perce en France. Donc sociologie de l'action collective, c'est justement essayer de comprendre que font les gens de manière collective ensemble, quoi. Donc, dans les années 90, il y a un essor de la sociologie de l'action collective. De très nombreuses monographies d'associations voient le jour. Donc, des monographies d'associations, ça veut dire qu'on se concentre sur une asso et on essaye d'étudier cette asso. Et après, il y a plein d'autres gens qui font ça sur plein d'autres assos et à la fin, on a une vue globale. Il y a essentiellement en sciences politiques des monographies sur des associations sur le droit au logement, comme ACT UP, sur le droit au logement, pardon, ou ACT UP, ou SOS Racisme, ou la Ligue des droits de l'homme, ou CIMAD, etc. Appliquant les questionnements de la sociologie de l'action collective aux associations, elles étudient les raisons de l'engagement, les répertoires d'action. Donc comment est-ce que tu t'engages dans ton association, mais qu'est-ce que tu vas faire comme action concrète quand tu es dans l'association, et les cadres de l'action collective. Un deuxième foyer de recherche se développe en parallèle, un peu plus tardivement, en sociologie, et particulièrement en sociologie du travail. Donc là, justement, ça va être la professionnalisation des associations. Il va y avoir des chercheurs qui vont se pencher là-dessus, sur le fait qu'il y a des salariés qui sont employés, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Des travaux examinent les conditions de travail des salariés associatifs, la part d'engagement qui est souvent exigée d'eux, parce que tu fais quelque chose d'important, donc tu travailles jour et nuit. Voyons. Et à laquelle ils consentent en contrepartie du sens qu'ils trouvent à leur action. Donc c'est ça qu'on avait lu. C'est des travaux comme ça qu'on avait lus sur les ONG, en voyant qu'en fait, comme ils avaient l'impression de faire un boulot qui fait du sens, on imagine que, évidemment, dans le monde capitaliste classique, dans le monde de l'entreprise, start-up, etc., tu te dis que ton travail fait pas de sens, donc tu préfères être moins bien payé, avec des conditions de travail qui sont moins bonnes, travailler plus, parce que tu te dis, mon boulot, au moins, il fait sens. J'ai l'impression d'aider des gens, de faire quelque chose d'important. D'autres chercheurs analysent en regard comment le bénévolat gagne à être aussi considéré comme un travail. C'est ça, que le bénévolat soit valorisé, et non pas seulement comme un engagement. Ces recherches contribuent à faire sortir l'étude des associations des seuls questionnements en termes de mobilisation collective, d'engagement et de hors-travail.
Donc en gros, c'est des travaux qui vont expliquer que les associations constituent des lieux d'emploi et donc il y a toutes ces problématiques autour du travail qui sont liées, quoi. Salut Custuriadis. Salut Hirschkaz, trésorier dans une asso de défense des consommateurs, plus beaucoup de monde pour s'engager. Bah, c'est très dur aussi de trouver des gens qui veulent faire partie des bureaux des associations. Hein. Si t'es trésorier par exemple. En fait, c'est ce qu'on me disait quand on discutait avec la Ligue de l'enseignement pour préparer le cycle. Je leur ai fait des propositions, des sujets que j'avais envie d'amener et du coup ils m'ont dit ce que eux ils pouvaient vivre à travers ces sujets et ils m'ont dit que voilà il y avait une difficulté à recruter des jeunes, des personnes qui sont pas à la retraite quoi. Il y a une difficulté de recruter des personnes plus jeunes pour pas juste des actions ponctuelles mais vraiment être membre de l'asso à part entière et du coup potentiellement faire partie du CA quoi, de l'administration. Ça c'est chaud. À partir de la fin des années 2000, un troisième pôle de recherche en sciences sociales se structure. Il aborde les associations comme des lieux de mise en œuvre de l'action publique. Voilà, c'est ce que je vous disais, l'action publique, ça arrive beaucoup plus tard. Donc l'action publique, c'est l'État qui va dire « ce sujet-là, il est important, on va investir dedans ». Ça examine les contraintes politiques que cela fait peser sur les associations. Si l'on a longtemps eu tendance à penser la relation entre mouvements sociaux et État comme une relation d'extériorité, genre les mouvements sociaux sont extérieurs à l'État, l'État étant la cible des contestations, les frontières entre les deux mondes tendent à se brouiller. Et c'est d'autant plus vrai que l'on saisit les mouvements sociaux par le prisme des associations. C'est ça. En fait, l'État, il a réussi à récupérer les mouvements sociaux par le biais des associations, en finançant les associations. Du coup, ça a tendance à pacifier un petit peu les relations entre vous et moi, là, la société civile, nous qui ne sommes pas des gens qui sont des gouvernants, quoi. En gros, entre nous qui ne sommes pas gouvernants et l'État, maintenant, il y a un pôle de médiation, on va dire, qui est le monde associatif, qui est financé en grande partie par des subventions étatiques et qui va permettre de faire passer certains trucs de l'État ou de faire l'intermédiaire. Comme les syndicats peuvent faire l'intermédiaire, par exemple, entre les travailleurs et travailleuses et l'État. Mais voilà, en gros, il y a une espèce de truc entre nous et eux. Celles-ci peuvent contribuer à la formulation et aux réformes de l'action publique. Donc elles peuvent faire du lobbyisme pour dire à l'État, ces lois-là, nous, on préférait que ça soit fait comme ça. Dans une logique de militantisme institutionnel. Donc c'est ça, militantisme institutionnel, c'est faire pression en disant cette loi-là, faut qu'elle soit comme ça, etc. C'est beaucoup le cas sur la chasse, beaucoup d'assauts de droits pour les animaux font ça. Du militantisme institutionnel, pour essayer de réguler. Ça permet de transférer la responsabilité aussi. Oui, oui, bien sûr. Les associations qui s'autofinancent complètement, ça va être des lobbies. Oui, du coup, c'est pas vraiment des assos, effectivement, ouais. Financement privé, ouais. C'était que des retraités qui le faisaient. Les comités d'administration, ouais, c'est ça. À 60 ans, ça allait, mais à 65, moins motivé pour s'y mettre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un accident. Bah ouais. Non, mais c'est ça. Hein. Aujourd'hui, dans les têtes dirigeantes... Enfin, dirigeantes, non. Hein. Le comité administratif, en fait, c'est pas la tête dirigeante. Dans des associations, c'est par assemblée générale que c'est décidé. C'est souvent un fonctionnement plus démocratique. Mais on va dire que du coup, dans les personnes qui sont au bureau des associations, c'est beaucoup de retraités. Et là, les gens commencent à fatiguer, quoi. C'est un genre de tampon fusible, une méthode pour garder un certain contrôle sur les comportements associatifs et de donner plus de visibilité aux associations qui sont plus arrangeantes et raccord avec la politique en place. Oui. Bah, disons que les associations qui vont pouvoir faire le lien avec l'État et être entendues par l'État, c'est pas n'importe lesquelles, effectivement. Il faut pas que tu sois vu comme faisant du communautarisme en ce moment, par exemple. Là, sinon, c'est clair que tu seras pas invité. Dans d'autres cas, l'intégration entre les deux est plus forte encore. Les associations se trouvent chargées de la mise en œuvre de l'action publique, c'est ça. Bon, typiquement, tu peux te retrouver à faire de la concertation publique, par exemple. Dans mon asso, il y avait des fois des financements qui étaient obtenus pour dire, bah là, on va faire une nouvelle ligne de train. Il faudrait qu'on rencontre la population sur place pour lui expliquer ce qui se passe et en même temps qu'elle puisse donner son avis. Bon, la concertation publique, c'est full bullshit. Ça permet de faire accepter sans lutte un projet. Et du coup, tu te retrouves à faire ça et t'es en mode, mais en fait, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire le travail de l'État à sa place. C'est horrible. En vrai, c'est horrible. C'est atroce. Voilà. Mais ça paye bien, malheureusement. Mais voilà, tu fais littéralement le travail de l'État quand tu fais ça. C'est-à-dire, tu fais la communication de l'État, quoi. Ouais. Parfois, enfin, les acteurs associatifs rentrent dans l'État et se font les promoteurs d'une politique publique de l'intérieur,
telles les militantes féministes promouvant les politiques d'égalité femmes-hommes dans les administrations centrales. Voilà. Ces différents travaux interrogent alors la capacité des associations à porter des positions contestataires, une fois qu'elles sont intégrées à de degrés divers dans les institutions. En fait, c'est ça, c'est dès que tu es institutionnalisé, dès que tu as un pied dans l'institution, tu ne peux plus être contestataire, parce que c'est cracher dans la main qui te nourrit. C'est ça le problème. Mais en même temps, si tu n'es pas dans les institutions, tu vis comment? Tu vis des dons, du financement privé, et c'est hyper galère d'obtenir ça. Parce que les gens, là, ils ont pas les sous à répartir partout, quoi. 5 balles par mois par-ci, 5 balles par mois par-là, c'est super dur. C'est la misère. Si le premier pôle de recherche que l'on a identifié ici traite de façon la plus évidente du lien entre associations et mouvements sociaux, c'est en combinant l'apport de ces 3 courants d'analyse que l'on peut le mieux comprendre comment l'évolution du rôle et des modes de fonctionnement des associations affecte la relation entre mouvements sociaux et État. Cette relation pouvant être de substitution, de complémentarité ou d'opposition seront des modalités variables et toujours susceptibles d'être définies. Oui, donc c'est pas figé dans le temps, hein. C'est la capacité à bouger. Je regarde s'il reste encore... C'est quoi là? Ok. Bon, sur le mouvement social, on a déjà fait des lectures là-dessus, donc je vais m'arrêter là. Mais je pense que déjà, c'était pas mal. Ça nous a fait un état des lieux des pôles de lecture en sciences sociales qui existent et comment est-ce que les sciences sociales sont penchées sur la question des associations. Donc, mutation du militantisme qui devient de manière plus apaisée par le biais des associations avec des actions qui vont être plus ponctuelles. Ensuite, on découvre que ça devient un travail, le monde associatif. Donc, on va faire la sociologie du travail, va s'intéresser à ça. Et après, on se rend compte que c'est de l'action publique parce que l'État va déléguer des tâches à des associations et ça professionnalise et institutionnalise les associations. En gros, il y a tous ces travaux-là de recherche qui existent. Et je vous dis, le dictionnaire du mouvement social, dictionnaire des mouvements sociaux, pardon, c'est au pluriel, il est super pour ça parce que vous avez un peu un état des lieux des recherches qui ont eu lieu sur le sujet. Il date de 2020 et ça vous donne plein de sources. En fait, vous lisez ça, vous avez une vue d'ensemble et vous avez plein de sources après pour aller creuser de votre côté si ça vous intéresse. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça corruption. C'est marrant, ouais, c'est marrant que tu appelles ça corruption. Disons que tu fais en sorte, c'est de la dépendance plutôt. Tu fais en sorte que les personnes qui te contestent ne puissent plus le faire parce qu'elles sont dépendantes de toi. Je pense que c'est ça, tu vois, c'est un piège, en fait, c'est un piège. C'est un piège. C'est la dépendance. Pour moi, c'est une situation de dépendance. Oui, ça fait du clientélisme et je vois pourquoi vous faites le lien avec la corruption. Je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est plus compliqué parce que c'est une forme d'emprise. En fait, c'est pas juste, tiens, on te donne de l'argent donc tu pourras plus rien dire. C'est qu'en fait, toute la manière dont sont structurées les associations aujourd'hui font qu'elles sont dépendantes de l'État français. Et donc, t'es dans une situation de dépendance. C'est ça, de dépendance. Une domestication des mouvements sociaux. En tout cas, oui, c'est ça. Ça a mené à une domestication des mouvements sociaux. Ça, c'est clair. Mais en même temps, t'as pas envie que les associations disparaissent. Enfin, on est tous d'accord avec le fait que les associations, c'est hyper important. Je sais pas, vous, quel est votre rapport au monde associatif? Mais moi, j'avais pas mal réfléchi à ça quand je préparais le cycle. Et la personne que je suis aujourd'hui, elle serait pas du tout la même sans les associations. Je pense que déjà, je n'aurais jamais fait d'études sans les associations. Parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens différents et de développer des compétences que j'aurais jamais pu développer dans le cadre des institutions de l'État, quoi. L'école, par exemple. J'aurais jamais pu développer certaines compétences à l'école. J'aurais jamais pu rencontrer des gens aussi différents, de classe sociale et d'âge si différents à l'école. J'aurais jamais pu avoir un espace dans lequel exister. Franchement, moi j'avais ma famille et l'école, quoi, globalement. Parce que comme j'étais à la campagne, les amis, c'était assez restreint. C'était beaucoup en ligne grâce à Internet. Mais en fait, il y a eu 2 trucs dans ma vie qui ont fait que j'ai pu développer beaucoup de compétences. Ça va être Internet et le monde associatif, quoi. Mais plein de compétences qui n'ont pas forcément, je vous dis, ça, je vais faire une grande carrière ou quoi. Mais des compétences qui font que je suis cette personne-là aujourd'hui, quoi. Qui m'ont appris des choses. Mais ça m'a appris aussi un regard sur le monde. L'esprit critique, je suis pas sûre qu'il soit beaucoup venu par l'école, malheureusement. Il y a des profs qui m'ont aidé, c'est sûr, mais je pense que c'est vachement plus le monde associatif et les possibilités qu'il y a dedans, quoi.
Et qui après m'ont mené aussi au monde militant, forcément, mais... Les associations deviennent des entreprises. Ah non, c'est pire, ça va pas? Non, 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 ça serait pire. Si les associations deviennent des entreprises, ça veut dire qu'elles ont un but lucratif, ça veut dire qu'il y a une logique de rendement derrière, qu'il faut qu'elles soient rentables, qu'elles fassent du profit. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu te rends bien compte que, du coup, plutôt que de céder à l'État, elles vont céder au capitalisme. C'est... Je sais pas ce qui est le mieux, tu vois, mais clairement aucun des deux. Je me suis récemment rendu compte que la vie de ma ville, c'est beaucoup grâce aux assos et à leurs bénévoles. Bravo à LE. Je sais pas si vous avez déjà fait partie d'associations, parce que par exemple, dans la Ligue de l'enseignement, en association, donc en gros, il y a plein d'associations sur le territoire qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement. Je vous rappelle, vous avez point d'exclamation Ligue qui en parle, mais ça va être notamment des divertissements et des loisirs, tu vois. Quand on parle d'association, on te dit pas juste l'association écolo de ton quartier qui t'aide à ramasser les légumes et à faire des cuisines ensemble et des repas partagés et qui aide les personnes à la rue. Enfin, c'est pas que ça, quoi. Ça peut être aussi d'avoir des cours de dessin, d'avoir des cours de théâtre, je sais pas, d'avoir, oui, du sport. Enfin, voilà, c'est des activités culturelles aussi, c'est des rencontres et tout ça. Et en fait, on se rend compte que des fois, il y a beaucoup de gens qui ont traversé pas mal d'assos sans trop percuter que c'était des associations. Perso, c'est plus des collectifs, oui. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une source de connaissances, de compétences et de sociabilité. Bah moi, les collectifs, c'est arrivé plus tard dans ma vie. C'est plus arrivé quand j'étais à la fac, les collectifs. Ouais. Tu crées un réseau en plus. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand t'es à l'école, c'est con. Mais quand t'es à l'école, tu vas avoir tendance à te faire des amis et à fréquenter des gens qui sont du même milieu social que toi et qui te ressemblent. C'est un truc naturel, tu vois. T'es plus à l'aise avec des gens qui te ressemblent. Et en vrai, il y a très peu de mixité sociale à l'école, parce qu'en fonction de où tu habites, dans quel quartier, etc., au final, quand même beaucoup de ségrégation spatiale, on va dire. Donc, il y a des... Tu fréquentes finalement peu de gens qui sont de classes sociales différentes de la tienne, quoi. Les classes moyennes sont avec les classes moyennes, les classes populaires sont avec les classes populaires, les classes supérieures et aisées sont avec les classes supérieures et aisées. Globalement, c'est ça. Avec des entre-soi blancs, par exemple, etc. Mais bref, donc ça, c'est extrêmement présent. Ou pas. Non, mais arrête. Tu vas pas me faire croire que toi, dans ton école, il n'y avait pas le groupe des queers. Et qu'il n'y avait pas le groupe des populaires. Où c'était que des hétéros qu'on finit en école de commerce. Arrête. Ça va. Pas à nous, pas à nous. Mais c'est vrai que ce que permettent la vie associative, la vie des collectifs, ça permet de rencontrer des gens qui ont des points de vue différents sur le monde, qui ont des âges différents, et qui, du coup, vont te permettre d'accéder effectivement à un réseau, quoi. Parce que quand t'arrives, du coup, dans le monde de l'emploi, des fois, tu vois, t'es complètement perdu, tu sais pas où faire de stage et tout. Moi, c'est depuis que je fais partie d'Asso que je me dis, si j'ai besoin de retrouver un emploi ou quoi, il y aura des gens pour m'aider. Je me suis fait un putain de réseau grâce aux assos. Et c'était pas évidemment le but, mais c'est une des conséquences. Et ça veut dire aussi qu'il y a un réseau de solidarité. S'il m'arrive quelque chose, je sais qu'il y a des gens qui seront là pour m'aider, quoi. C'est plus complexe, mais en gros, oui. Bah, bien sûr que c'est plus complexe. Là, je suis en train d'essayer de lancer une discussion avec un chat Twitch. Hein. Évidemment que c'est plus complexe. On n'est pas en train de... Je suis pas en train de vous faire une thèse, quoi. Franchement, non. Non, mais arrête. C'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il n'y a pas des catégories sociales qui sont réifiées par le biais de l'école. L'école, ça t'apprend où est ta place. Malgré les initiatives individuelles, qui sont pas celles du système, hein, mais malgré les initiatives individuelles qui sont celles de certains ou certaines encadrantes, je dis encadrantes en général, pas forcément juste des profs, mais il y a des gens à l'intérieur de l'institution scolaire qui essayent de faire attention à ces questions-là et de prêter attention à ça, mais la plupart du temps, on t'assigne une place et tu vas la garder. C'est ce que montrent les travaux en sciences sociales depuis très longtemps. Comment est-ce que l'école, ça ne fait que renforcer. C'est pas un ascenseur social qui est permis grâce à l'école. Ça ne fait que renforcer qui tu es et où tu seras. Les pauvres resteront des pauvres, quoi, globalement. Mais ça, c'est pas que Bourdieu, c'est aussi Stéphane Beau. C'est comment son bouquin 80% au bac et après. Qu'est-ce que ça change? Enfin voilà. Mais de toute façon, on l'a pas fait, la sociologie de l'école. Il faut qu'on le fasse. Il faut vraiment qu'on le fasse parce que du coup, ça vous aidera, je pense, à capter tout ça. C'est du tri social, le système scolaire. Bah en fait, ça t'assigne vraiment ta place et tu vas la garder. Tu vas la garder.
Après le collège, tu ne côtoies plus certaines catégories. Ouais, il y a des gens que tu vas complètement perdre contact avec. Hein. Ça va pas être des gens que tu fréquentes. Hein. Exactement. Ouais. Et puis après, bah voilà, la diversité sociale, dans certaines écoles, elle n'existe pas, quoi. Typiquement, si on pense à ce qui se passe dans certains quartiers de Paris, où il y a un entre-soi très fort et très fermé de la grande bourgeoisie qui met ses enfants dans le privé, bah en fait, eux, ils savent que l'école, c'est un endroit où tu peux faire rencontrer des gens, faire du réseau et que c'est important. Du coup, on va pas perdre son temps à aller dans le public et à se mélanger aux autres, quoi. Ils renforcent leurs intérêts, ils ont compris ça. Mm. Mm. Salut Femenati. Du coup, maintenant qu'on a lu le dictionnaire, je le ferme. On va lire ce travail de Mathieu Elie qui parle de l'économie sociale et solidaire. Je pense... Alors, moi, j'ai entendu beaucoup parler de ce truc-là, d'économie sociale et solidaire, quand je travaillais dans le monde associatif, justement. Et j'avais l'impression que c'était full bullshit. Je comprenais pas pourquoi il y avait les assos traditionnels de bien commun qui étaient là, en gros, pour aider les gens. Et pourquoi on disait qu'il y avait un nouveau secteur qui s'appelait l'économie sociale et solidaire, dans laquelle, globalement, t'as l'impression... Moi, j'avais l'impression, quand je rencontrais les gens qui bossaient là-dedans, que c'était des startups, quoi. En mode, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a eu une idée absolument révolutionnaire. Donc, en fait, vous voyez les hirondelles, on n'en a plus. On n'en a plus. Donc, en fait, on a créé une technologie qui fait que l'hirondelle, elle va venir, ne vous inquiétez pas. Et on en a fait un jeu de société qu'on va vous vendre seulement 50 €. Mais tranquille, vous inquiétez pas. Ça sera utilisé dans toutes les écoles. Et t'es vraiment que des trucs comme ça où t'es là, mais attends, mais René, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? What the fuck? Ma nièce a dû changer de lycée car elle était dans un lycée réputé d'Annecy et tous les bourges ne lui parlaient pas. Ah ouais? Ah, c'est horrible. Faut vraiment qu'on lise sur l'école. J'ai trop... faut trop qu'on... Ça me... C'est vraiment un sujet où... Bah déjà, on a tous été à l'école à un moment. Plus ou moins longtemps, mais on a tous été à l'école plus ou moins longtemps. On connaît des gens qui sont peut-être encore à l'école aujourd'hui. Vraiment, c'est horrible, quoi. Je vais me l'écrire. Live sciences sociales. Cycle sur l'école. Franchement. Je l'ai écrit. Ok. Ah, c'est sûr, ça va pas faire plaisir. Ah, puis en plus, on pourrait le terminer par les classes préparatoires. Par le bouquin de Muriel Darmon sur les classes préparatoires, ce bouquin. Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas mal, c'est pas mal. Je me suis noté l'idée. Nickel. Je trouve qu'on met tout et n'importe quoi dans l'économie sociale et solidaire. À la fois des grandes entreprises qui font du greenwashing et des trucs intéressants comme les coopératives. Mais oui, c'est pour ça que j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Donc, comme la moi du passé n'avait pas compris ce que c'était que l'économie sociale et solidaire et était un petit peu piégée dans ce truc-là, je me suis dit pourquoi pas lire le travail de Mathieu Elie sur l'économie sociale et solidaire pour comprendre comment ça apparaît dans le monde associatif, ce truc-là. Et comme ça, bah voilà, je pourrais enfin avoir un avis là-dessus, parce que là, pour l'instant, c'est pas très clair. C'est vraiment pas très clair pour moi. Ça, je me rends compte que c'est énorme, on va peut-être se calmer le cul. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir le texte aussi. Merci Romain. Ah, le portrait sur Mitterrand est sorti? Ben, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Blast alors. Parfait. Il devait sortir ce soir, mais je sais jamais l'heure. Alors, ce que tu dis, du coup, Hirschkat, sur ta nièce, pardon, qui a dû changer de lycée. Elle était dans un lycée réputé à Annecy et tous les bourges ne lui parlaient pas. Ça me rappelle aussi l'un des problèmes qu'il y a, notamment avec le relogement. Quand des gens sont expropriés ou qu'il y a de la rénovation urbaine et qu'ils perdent leur logement, quoi, leur domicile. Il y a un film qui va sortir sur ça, réalisé par Lajli le 6 décembre prochain, que j'ai vu en avant-première, et qui parlait des rénovations urbaines et comment est-ce que des gens qui ont acheté leur logement dans des tours à immeubles là, se font exproprier, perdent leur logement et du coup pour des projets de rénovation urbaine dans lesquels ils n'auront plus leur place, quoi. Donc ils sont relogés, mais relogés plus loin. Et justement, t'as des gamins de classe populaire issus de l'immigration qui vont se retrouver dans d'autres écoles publiques avec d'autres populations et ils n'arrivent pas du tout parfois à s'intégrer parce qu'ils sont marginalisés et puis parce que c'est des écoles dans lesquelles il n'y a pas de travail là-dessus, quoi. Vu que c'est pas un sujet pour eux, ils voient pas les couleurs. Bref.
Vous voyez le bail. Et du coup, ça pose plein de problèmes, en fait, les rénovations urbaines sur l'après. Le pendant est horrible. L'avant, les décisions sont prises sans les habitants et habitantes. Mais l'après est aussi une grosse question. On va faire un open space pour les hirondelles avec du café, des tables de ping-pong et des M&M's en accès libre. C'est du génie. Mon Dieu. Ouais, les statistiques sont affolantes par rapport à l'école. Hein. Il faudrait absolument qu'on fasse des lectures là-dessus. Mais c'est décidé, hein. Je l'ai noté dans mon fichier, donc vous inquiétez pas, je vais le préparer. En plus, j'ai des idées de lecture. J'ai les bails, j'ai les sources. Sur le monde associatif, j'ai plus été chercher des choses, donc franchement, il y aura moins de travail sur l'école. Donc, c'est parti. Madame la députée, vous faites référence à un rapport remis par Hugues Sibyl qui mentionne en effet les impacts des social bonds, des liens sociaux. Je tiens à vous indiquer qu'aucune suite ne lui a été donnée, bien au contraire. Je voudrais vous rappeler les apports de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 qui a mis en place de nouveaux financements, en particulier pour les associations. J'ai pas du tout la ref. Interpellée par la députée communiste... Ah ben voilà, c'est ça, c'est une interpellation. En mai 2015, Jacqueline Fraisse, à l'occasion d'une séance parlementaire de questions au gouvernement, Madame Carotte, j'ai dit putain, c'est trop grave. Madame Carole Delga... Désolée, il faut absolument que je vous bombarde de mon émo de carotte maintenant que j'ai dit Madame Carotte Delga. Énorme carotte, parce qu'elle est en train de nous carotter là. Carole Delga, c'est ça la vérité. Pardon. Oh no. Je suis désolée, je voulais vraiment pas écorcher son nom, mais trop tard. Donc, Madame Carole Delga, alors en charge de la politique en matière d'économie sociale et solidaire, dans le cadre de sa fonction secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, donc l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment lié au commerce. Voilà, on n'est pas dans le monde associatif, on est d'accord. Bon. Elle se défendait de toute volonté politique de mettre en place un appel à projet instaurant les premiers contrats à impact social. Ah, contrat à impact social, d'accord. Comme le préconisait le rapport du Comité national sur l'investissement à impact social, commandé à l'origine en 2013 par le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, rassemblant différents experts. D'accord. Ah bah si, c'est ça. Moins d'un an plus tard, Martine, putain c'est horrible, hein, je nique leur nom, Martine Pinville annonce le lancement d'un appel à projet promouvant les contrats à impact social. C'est quoi exactement les contrats à impact social ? Pas clair, on sait pas, c'est pas écrit. Ok, elle va peut-être nous expliquer après. Hein. Merci Delta Maïr. Attendez, je vais écrire parce que sinon je vais... Attends. Soyez maudits! Contrat à impact social. Ah voilà. Permet d'expérimenter des projets sociaux ou écologiques préventifs et innovants, offrant la possibilité à l'État de réaliser des économies. Ah oui, d'accord. Dans ce type de contrat, des investisseurs privés avancent le budget nécessaire à la réalisation du projet. Ah, c'est des partenariats public-privé pour faire du greenwashing, quoi. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Merci Delta Maïr pour les 34 mois et merci Urukan. Société de merde. Ça c'est vrai. Merci pour les 6 mois pris d'avance là. La demi-année, c'est la fête. Merci beaucoup. Ok. Ah ben voilà, c'est écrit là par le ministère de l'économie. C'est écrit contrat à impact. C'est un partenariat entre le public et le privé destiné à favoriser l'émergence de projets sociaux et environnementaux innovants. Là, il y a plein de technosolutionnistes là-dedans à la con. Ok, donc c'est ça, c'est public-privé. Ok. Donc ils mettent ça en place en 2014, en disant « Ah non, on le fera pas !» Et hop là, bien sûr que si, on le fait. En mars 2017, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire approuve, en dépit de quelques réserves exprimées, en amont de sa proposition numéro 25, le principe de ce financement, présenté comme une innovation sociale. Donc c'est présenté comme quelque chose de positif, quoi. Adopter pour les contrats à impact social une charte éthique garantissant que les projets financés n'auront ni pour objet ni pour effet de se substituer aux financements existants dans le domaine de l'action sociale et qui concerneront par priorité la prévention de l'exclusion sociale. Donc vous inquiétez pas, ça prendra pas la place ça ne remplacera pas des financements qui existent déjà. C'est en plus et on est sûr que ça fera pas d'exclusion sociale parce qu'on va surveiller, bien sûr.
Le public qui paie et le privé qui encaisse. Oui, c'est ça, le partenariat public-privé, bien sûr. C'est du détournement de fonds publics légalisés, exactement. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien, ça. Super. Cette mise en place des contrats à impact social avait pourtant suscité des critiques, émanant d'une fraction du monde associatif, fédérée au sein du collectif des associations citoyennes. Donc il y a quand même une partie du monde associatif qui critiquait ça. Hein. Ces derniers considèrent en effet que ces contrats posent des problèmes graves, qui remettent en question les missions de l'État, la nature du travail social et le rôle des associations. Oui, ça change la manière d'être des associations aussi, parce qu'il y a peut-être une logique de rentabilité derrière le contrat à impact social. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça quand même. La faible prise en compte de ces critiques par les institutions de l'économie sociale et solidaire révèle, selon nous, la différenciation qui s'est accomplie entre les structures historiques de l'économie sociale et le rôle nouveau d'opérateur de politique publique qui leur est assigné par l'État néolibéral. C'est ça. C'est ce dont on parlait. L'État, aujourd'hui, il va dire à des associations, des coopératives, des collectifs et tout, il va dire « Tiens, on te donne des sous et fais ça pour nous. » Donc, ça devient des opérateurs des politiques publiques, des exécutants, quoi. Au fond, la loi de 2014 prend acte de la dissociation de l'économie sociale historique et de l'économie sociale et solidaire, telle qu'elle est définie juridiquement, c'est-à-dire comme l'acteur principal de l'innovation sociale. Ouais, c'est... Il y a à ce moment-là, à partir de 2014, il y a vraiment un entérinement des changements qui étaient déjà présents, quoi. On vient dire, ok, c'est en train de bouger vers ça. De plus en plus, l'État donne ces tâches-là aux associations. Et bien là, voilà. C'est 100% validé et assumé, quoi. Innovation sociale, c'est très curieux comme terme. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Cet épisode illustre une ambivalence fondamentale au cœur du projet de l'économie sociale et solidaire. D'une part, l'économie sociale et solidaire s'appuie sur des valeurs historiques de démocratie et de solidarité, sur le projet d'introduire ces principes dans l'espace économique. Ah voilà, donc c'est ça la base, l'économie sociale et solidaire. C'est de dire, le monde de l'économie n'est pas assez démocratique, n'est pas assez solidaire. Donc nous, on va venir mettre ça dans le monde économique. Donc c'est essayer de changer le rapport de force dans l'économie. D'amener une nouvelle manière de faire de l'économie. En vrai, pourquoi pas? Notamment avec le modèle des coopératives. En cela, elle converge avec un projet émancipateur du mouvement ouvrier et syndical, dont les sociétés de secours mutuels et les entreprises coopératives ont été des réalisations. C'est ça, donc c'est vraiment en lien avec le mouvement ouvrier et les syndicats à la base. C'est du communisme insidieux, exactement, ouais. D'autre part, l'économie sociale et solidaire, en raison de sa diversité idéologique intrinsèque, peut aussi rejoindre des préoccupations patronales d'une pacification des rapports sociaux par l'union du capital et du travail dans l'utopie de la collaboration de classe que le régime de Vichy a tenté de promouvoir par la Charte du travail de 1941. Ah bah c'est beau ça. En même temps, si c'est démocratique, il peut y avoir des avis différents. Donc tu peux avoir des gens qui font de l'économie sociale et solidaire en disant on va tous travailler ensemble. C'est la collaboration de classe. C'est super. Voilà. C'est aussi l'ambition de la doctrine du patronage prônée par Frédéric Leplay dans le cadre de la Société d'économie sociale qu'il a fondée en 1856. Certains ont vu dans cette doctrine les prémices du paternalisme développé à partir de la seconde révolution industrielle, de l'objectif de fixer la main-d'œuvre à proximité des usines de production. Autrement dit, l'ambivalence historique de la troisième voie, à laquelle renvoie l'économie sociale et solidaire, réside dans son indétermination. Ouais, c'est ça, c'est vague. Dans l'économie sociale et solidaire, tu retrouves plein de projets très différents. Ça peut, à tout à fois, conduire à tracer des voies d'émancipation collective ou participer au maintien des structures sociales de domination. Il peut y avoir de tout, quoi, dans l'économie sociale et solidaire. Ok, bon maintenant on va faire un petit retour historique sur tout ça et on va voir quoi. Dans le côté coopérative, organisation démocratique du travail, je trouve ça super intéressant. Et on n'en discute pas assez à gauche, des modalités concrètes. Ah non mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais après, en fait, comme c'est devenu un moyen aussi pour l'État que de déléguer certaines de ses tâches, bah t'as aussi des gens qui font des espèces de business model dégueulasses pour se faire de la moula rapidement quoi. Parce qu'il va y avoir à la fois financement public et privé.
Attendez, je suis en train de regarder ce qu'on lit dedans. Ça, on va lire ça. Je suis en train de choisir mes sous-chapitres. Ça, non. Ça, on vient de le lire déjà. Ok, c'est bon. J'ai choisi. C'était pour pas vous faire mal aux yeux à scroller. À scroller sur fond blanc, là. Je vais essayer le Dark Reader pour lire sur fond noir la prochaine fois. Ok. Ah oui, non, pardon. On avait dit que pour vous, c'était plutôt ça. Mais oui, mais là, en plus grand. Voilà, on avait dit ça. Très bien. Économie sociale et solidaire, une forme dépolitisée d'économie sociale. En dépit de son projet historique de promouvoir une autre économie, l'économie sociale et solidaire, telle qu'elle a été instituée, c'est encore le problème, hein, c'est l'institutionnalisation, à partir des années 80, n'a pourtant pas l'ambition d'incarner une alternative au capitalisme. C'est ça le problème. C'est pas une alternative. Ça s'insère dans le capitalisme. Sur ce point, Michel Rocard est parfaitement clair lorsqu'il écrit dans la préface de La fin du travail, un ouvrage du prospectiviste américain Jeremy Rifkin, qui est traduit en France en 97. Nul ne peut concevoir l'espoir chimérique de voir les entreprises d'économie sociale s'affranchir du marché. Elles ont été créées pour en humaniser les lois, non pour en sortir. Donc c'est ça. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est humaniser les lois du marché, mais on ne sort pas des lois du marché. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. C'est au social ce qu'est la croissance verte à l'écologie. Ouais, j'ai l'impression aussi d'Ullmann, ouais. Exactement. Évidemment, on pourra objecter que l'économie sociale et la tradition historique qui la fonde concentrent une diversité de doctrines idéologiques, et que parmi celles-ci figurent de multiples exemples qui témoignent au contraire de projets politiques plus radicaux, parmi les multiples expériences ayant cherché à s'affranchir du cadre normatif et idéologique de l'entreprise capitaliste. Il y a quand même des gens qui essayent, quoi. Il y a des projets qui essayent. On peut ainsi évoquer par exemple l'autogestion des années 70 et la lutte des salariés de l'IP en 1973. Il y a des divisions internes au monde de la coopération entre mouvements de consommateurs et partisans des coopératives de production. Ou alors le mouvement initié par l'Agence de liaison pour le développement d'une économie alternative dans les années 80. Donc il y a quand même des initiatives qui se font. De cette ambivalence qui la traverse, l'économie sociale en retire à la fois des forces et des faiblesses. D'une part, cette ambivalence lui permet de rassembler une diversité de mouvements dont les valeurs sont très hétérogènes. Bah, s'il y a des gros capitalistes en mode croissance verte, mais croissance sociale verte, oui, forcément, c'est compliqué. Hein. Un vernis social, écologique, utilisé à des valeurs de com et d'image. Oui, ça peut être ça aussi. Hein. Ça, là, c'est abusé, oui. Salut Trognon! Il y a un bon documentaire sur l'expérience de l'IP. Ouais, il me semble en avoir vu des extraits qui étaient assez bien. Ouais. Dans l'écologie, ça y est maudit. Dans l'économie sociale et solidaire, tu prends pas de dividendes, tu rémunères pas la propriété, mais que le travail. Donc bon, quand même. Oui, c'est différent. Mais c'est pas... En fait, c'est juste que là, c'est ce qu'il disait. C'est qu'en fait, ça ne se sort pas des lois du marché pour autant. Il y a quand même de la concurrence, etc., quoi. Après, il y a des manières différentes de le concevoir, effectivement. C'est hétérogène, voilà. Je suis surligné, écoutez, c'est pas pour rien. Le ralliement des catholiques à la Troisième République s'est en effet largement opéré par leur engagement dans le monde mutualiste et coopératif, sous l'influence de l'encycle Renum Novarum, qui les exhortait d'afficher leur solidarité avec des sociétés de secours mutuels issues des mouvements ouvriers. En ce sens, donc là c'est historiquement comment ça se construit. Hein. En ce sens, l'économie sociale est constitutive du sentiment d'appartenance à la République et transcende les clivages politiques partisans. Donc n'importe qui peut faire partie de l'économie sociale au moment où ça se fonde, qu'importe tes courants politiques, ton appartenance politique. Mais en tout cas, c'est des gens qui adhèrent à l'idée de la République. Il s'agit là, incontestablement, d'un facteur majeur de la pérennité historique de l'économie sociale. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps. C'est parce que c'est lié à la République, quoi. C'est aussi lié à sa capacité à se structurer autour d'initiatives citoyennes ou non de la société civile. Société civile, entre guillemets, parce que c'est un terme qui est utilisé plus par les médias qu'un vrai concept en sociologie, quoi. Salut Eloc! À ce titre, la dissolution des ligues d'extrême droite en février 1936 est constitutive de la naissance d'un espace public républicain. C'est ça.
Et c'est là un peu tous les enjeux avec l'État qui vient dire est-ce que ça c'est républicain ou non? En disant là vous faites du communautarisme, c'est pas républicain, vous ne respectez pas la République, donc vous ne pouvez pas obtenir des financements publics, on va vous dissoudre, etc. Ça c'est les enjeux de ouf qu'il y a en ce moment avec tout ce que fait Darmanin en fait. C'est que là ils sont en train de redéfinir ce qui fait partie de la République ou non. Ils s'abrogent le droit de définir qu'est-ce qui est en lien avec en fait, quelles sont les valeurs de la République. Ils se mettent à redéfinir ça. Ils se mettent à dire ce qui en fait partie ou non. Et du coup, c'est excluant, quoi. Soudre, je suis à mon max. Non, y a pas de souci, y a pas de souci. Je vais boire de l'eau parce que moi aussi, je commence à être à mon max, là. Ouais, c'est ça le problème. C'est que du coup, là, ils sont en train de redéfinir les termes de qu'est-ce qui est républicain ou non. Et ils se permettent de pouvoir exclure en disant, bah, c'est pas républicain, mais c'est, à l'inverse, communautariste. Et ils se permettent de faire ça, et ça permet d'exclure grand nombre d'associations de leur financement potentiel, voire de collectifs n'ont même plus le droit d'exister parce qu'ils sont dissous. Donc en 36, on faisait ça avec des groupuscules d'extrême droite. En 2023, on fait ça avec des groupes écologistes ou militants de gauche, qui sont même pas spécialement séparatistes avec l'État français ou révolutionnaires, hein. Qui proposent en tout cas d'autres manières d'envisager le monde, mais qui sont même pas en rupture totale avec la République. Enfin, c'est quand même grave. Hein. Ça lui est fixe. Si seulement on avait un papier dans lequel on avait écrit les valeurs et les règles de la République. Oui, je comprends bien, mais ils sont d'extrême gauche. Non mais... Moi, je vois que le glissement, il est de plus en plus important... Rien que la France insoumise, tu vois. La France insoumise, c'est pas révolutionnaire. Allô? Rien que la France insoumise, le traitement médiatique de la France insoumise, où t'as des gens qui vont dire... Bon, c'est présent dans la dernière vidéo de Rhinocéros, d'ailleurs, ce truc-là, où tu vois sur des plateaux télé des gens dire « J'ai plus peur de la France insoumise que du Rassemblement national. C'est plus dangereux pour la République, la France insoumise, que le Rassemblement national. » T'es en mode... Pardon? Enthoven dit ça notamment, oui. T'es là en mode, mais pardon, mais vous laissez dire ça sans avoir un contre-discours à ça? Du coup, vous allez quoi? Criminaliser le fait d'être de gauche, quoi? C'est terrible. Oui, c'est labellisé extrême gauche aujourd'hui et potentiellement dangereux, oui. Ouais. Le nombre d'élus qui parlent de complicité de terrorisme à propos de la France insoumise. Non mais c'est trop grave. Non mais c'est trop grave. Et là, en fait, comme on en parle publiquement en boucle de tout ça... Bah, c'est des gens qui vont être... qu'on dit... En fait, on est en train de construire tout un discours en disant que les gens de la France insoumise ne sont pas républicains. Et donc, potentiellement, délit d'opinion, ouais. Et ils vont pouvoir être dissous, quoi. Ouais. C'est horrible, hein. Mais vous voyez bien que c'est des stratégies politiques, quoi, pour discréditer. Mais le problème, c'est que ça fait un glissement à droite et à extrême droite qui est extrêmement important. Et qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, effectivement, la France insoumise, ils font peur... C'est terrible, quoi. Donc voilà, donc bref, en 1936 sont dissous des ligues d'extrême droite parce qu'on essaye de créer un espace public républicain où la liberté démocratique de s'associer avec d'autres citoyens est conditionnée au respect des valeurs supérieures garantissant un ordre public pacifié. D'autre part, l'absence d'unité politique autour d'un projet d'émancipation posant l'économie sociale comme une alternative au capitalisme, expose ces entreprises aux affres de l'isomorphisme. Ça veut dire quoi, isomorphisme? En gros, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. Comme personne n'est d'accord pour proposer une alternative au capitalisme, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. C'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça parle de... Ouais, c'est comme métamorphe, je sais pas, ça parle de chimie, là. Ça veut dire que ça prend la même forme. D'accord. Ça veut rien dire, quoi. La phrase veut rien dire, j'ai pas compris. Donc on va passer à autre chose. Tout le monde va s'imiter? Bah ouais, mais pourtant il y a des... Il y a des divisions, donc c'est trop bizarre. Je sais pas. Ah, ça... Même si les gens sont pas d'accord, ils vont quand même s'homogénéiser vers le même modèle. Ah ouais? D'accord. C'est quand même bizarre, hein. D'accord. Ah, merci pour la définition, insolence. Là, je suis refaite. Ok.
L'économie sociale et solidaire, en tant que nouvelle conception de l'économie sociale, est donc à la fois la preuve en acte que l'économie de marché ne peut être réduite aux grandes entreprises capitalistes mondialisées. Voilà, l'économie de marché se retrouve aussi dans des petites entreprises, hein, et conteste en cela l'aphomorphisme thatchérien de There is no alternative, tout en confirmant la puissance. Alors en gros, ça montre qu'il y a des alternatives aux grandes entreprises capitalistes, mais elles sont quand même dans un cadre capitaliste. Voilà, ça confirme quand même la puissance de l'esprit du capitalisme à s'emparer des critiques qui lui sont adressées pour mieux les intégrer et ainsi persévérer dans son être. C'est ça le problème. C'est que même des gens qui sont critiques du capitalisme, à l'intérieur du capitalisme, se retrouvent récupérés par le dit capitalisme. Voilà, ça c'est dramatique. Il est à cet égard frappant d'observer la rapidité et l'efficacité avec laquelle les pratiques de consommation équitable ont été adoptées par des groupes de la grande distribution. Ah bah voilà, le greenwashing. C'est ça. Ouais. On va industrialiser le fait de faire des choses plus équitables et plus soutenables. Ouais. Force est toutefois de constater que cette ambivalence majeure comporte le risque que l'économie sociale et solidaire accompagne un double processus. 1. De privatisation du public et 2. De publicisation du privé. C'est ça. En fait, le public il y a de plus en plus de subventions qui sont coupées, donc ils sont obligés de faire, de demander l'accès à, de demander des financements privés de plus en plus. C'est le cas pour les recherches, par exemple, de moins en moins de financement de recherche publique, donc on est obligé d'aller chercher vers le privé. Et de l'autre côté, le privé reçoit des subventions publiques. Le public finance le privé maintenant, à fond. C'est super. Et ça conforte la légitimité du nouvel ordre néolibéral. Voilà. C'est horrible. L'absence de volonté affichée de la part des institutions économiques de l'économie sociale et solidaire de réinventer les fondements du rapport social affaiblit ainsi la portée de l'idée selon laquelle on travaille autrement dans les entreprises d'économie sociale et solidaire. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait que les entreprises qui sont, ou les coopératives qui sont dans l'économie sociale et solidaire travaillent concrètement à essayer de penser leur rapport au travail, leur rapport au salariat, quoi. Cette absence n'a pas seulement pour effet d'atténuer la croyance dans une possibilité d'une autre économie, c'est ça. Comme on ne se questionne pas sur notre rapport au travail, on n'arrive pas à imaginer autre chose que le capitalisme, donc les gens sont piégés là-dedans. De l'autre côté, ça favorise également l'adhésion des entreprises de l'économie sociale et solidaire aux rhétoriques managériales en vogue, qui font la thèse de la fin du salariat. Ah, l'uberisation! Ouais! C'est porté par des firmes multinationales comme Uber. Ah! Donc, l'économie sociale et solidaire peut devenir collaborative. Il y a une thèse de l'entreprise libérée développée dans les écoles de commerce. Ah, c'est super. C'est super. En gros, si on veut faire de l'économie sociale et solidaire qui soit contestataire, il faut vraiment qu'on se questionne et qu'on travaille activement sur le rapport au salariat. Sinon, on finit par faire de la merde et à avoir des gens qui ont des conditions de travail de merde. On questionne pas le capitalisme, on crée pas un autre espace, quoi. Mando, t'as appuyé sur espace, je sais pas où on en était, là. Ah, c'est là. L'entreprise libérée, quelle horreur. Quelle horreur. Je comprends pas grand-chose au terme d'uberisation. En fait, l'uberisation, c'est la destruction du salariat. C'est de dire, tu n'auras plus un contrat en tant que salarié avec un patron qui va, par exemple, devoir cotiser, tu vois, qui va devoir payer des cotisations qui vont t'assurer, après d'avoir accès à du chômage, des vacances, des congés payés, qui te donnent accès aussi à quoi congé maladie. Et donc, tu vas ne plus être dans un rapport de salariat, employé-employeur, la retraite aussi, par exemple, voilà. Mais tu vas être ton propre employeur et tu vas pouvoir travailler avec certaines entreprises, mais c'est toi qui portes la charge de toutes tes cotisations. Donc, si t'arrive un problème, t'as plus que ta force de travail, quoi. Et si t'arrive un problème, t'es dans la merde. Donc tu perds ton rapport salarial, qui est un rapport de subordination, hein. Mais là, tu le perds et t'es encore plus précarisé et en danger par rapport à ton employeur. Parce qu'en général, tu finis par bosser pour une ou deux personnes, voire qu'une seule personne, de manière dissimulée. En gros, c'est la merde. Et donc, ça va être la multiplication, par exemple, c'est dans plein de branches de métiers. On pense à Uber, on pense aux livreurs à vélo, on pense aux graphistes. Mais en gros, c'est de dire, plutôt que de te salarier, tu vas être en compta d'auto-entreprise et tu vas payer tes cotisations à l'URSSAF. C'est le cas, par exemple, pour les streamers.
J'ai loupé le biril. Bravo la start-up. Je me suis reculée. Je me suis trop reculée. On n'arrive pas à voir la lecture. Je voulais qu'on voit la lecture. Graphiste, vidéaste, monteur, c'est ça. Du coup, ça met en concurrence directe avec toutes les personnes ayant ton statut. Exactement. Ouais. Après, moi, je suis d'accord qu'il faut réfléchir au salariat, tu vois. Y a plein de gens qui ne sont pas heureux dans le salariat parce que t'es dépendant de ton patron et tes employeurs et tes conditions de travail se dégradent et du coup, les gens veulent plus de liberté. Mais en fait, il faut se battre pour avoir de meilleures conditions de travail en étant salarié. Il faut se battre pour abolir, par exemple, le patronat et qu'on puisse décider nous-mêmes des tâches qu'on a envie de faire et de la division du travail. Mais il faut pas détruire le salariat pour lequel on s'est battu pour les avantages qu'il requiert. Ça, c'est trop grave. Ça, c'est trop grave. Donc, j'en profite pour vous annoncer, parce que j'attends les infos, mais là, il y a des gens qui sont en vacances. Hein, parce que, écoutez, il y en a qui ont la capacité de prendre des vacances. Bravo à eux. J'en profite pour vous annoncer qu'on est en train de monter une coopérative avec des collègues vidéastes lyonnais et que bientôt je serai salariée et non plus en auto-entreprise. Et donc, que ça veut dire que je pourrais partir en vacances sans me dire où tomber malade, sans me dire merde, il faut absolument que je stream, sinon je suis dans la merde. Voilà. On vous donnera plus d'infos quand ça se fera officiellement. C'est en train de se faire, mais les papiers, c'est long. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire? Je sais pas. Mais petite coopérative, quoi. Parce que moi, j'en peux plus d'être en auto-entreprise et dépendante, quoi. De la merde. De la merde que c'est, cette auto-entreprise de chiasse. Je rattrape ce que vous dites. Je vous jure, il y a des collègues, la première chose que je leur ai dit quand... La première chose qu'ils m'ont dit quand je leur ai dit qu'on allait faire ça, c'est « Mais du coup, tu vas gagner moins ?» Et j'étais là « Ben non, parce que les cotisations, c'est du salaire. » Du coup, oui, là, il y a de l'argent que je vais gagner qui va aller dans la coopérative plutôt que d'aller dans mes poches. Mais en fait... en fait, si je tombe malade, si j'ai envie de prendre des vacances, cet argent, il va être utilisé, en fait. Si je suis au chômage, je vais pouvoir avoir le chômage. Allô? Le chômage. J'ai un souci, j'ai le chômage. Allô? Bref. J'ai eu des cours sur l'entreprise libérée. Ah, t'étais en école de commerce, Evorane? Ah oui, et un autre truc qui est important aussi quand tu es en auto-entreprise et que du coup tu es justement, on parle de beurisation, quand tu es ton propre patron, ton propre employeur, c'est que ton matériel, tu dois le payer toi-même. Par exemple, les livreurs à vélo, c'est leur vélo. S'il y a un problème avec le vélo, c'est eux avec ce qu'ils gagnent comme argent, qui n'est pas un salaire, ce qu'ils gagnent comme argent, qui sont les revenus de leur entreprise, ils vont devoir racheter du matos. Pour les graphistes, c'est pareil. Les monteurs, c'est pareil. Si leur ordinateur, il est mort, ils doivent racheter un ordinateur. Donc, tous les monteurs qui travaillent pour des streamers, streameuses qui ne sont pas salariés, s'ils peuvent plus travailler parce que leur outil de travail, qui est leur ordinateur, meurt, ben en fait, c'est pas leur employeur qui est le streamer ou la streameuse ou le youtubeur, la youtubeuse qui va leur racheter un ordi. C'est à eux de mettre de l'argent de côté avec les revenus et ce qu'ils ont facturé aux streamers, streameuses pour racheter du matos. Et ça change tout. Parce que, en fait, t'as pas la thune pour faire ça. Faut que tu investisses. C'est horrible. C'est horrible. Ce qui était à la base considéré comme un statut illégal, car considéré comme du salariat déguisé, devient une norme défendue par le gouvernement. Bah ouais, ça les arrange bien. En fait, le gouvernement, il cherchait à détruire le salariat depuis longtemps, et là, ça leur arrive tout cuit dans la bouche. Ça a été l'aubaine, l'ubérisation. Des conditions de travail sont tellement dégradées qu'une perte de sécurité ou de salaire est plus désirable que de rester dans le salariat. Moi, j'ai vu plein de gens quitter leur travail suite au Covid, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'en pouvaient plus, et du coup, lancer leur auto-entreprise. Il y a eu un pic, là. Il y a eu un pic. À la base, l'auto-entreprise, c'est fait pour avoir, en gros, un boulot à côté de votre boulot. Par exemple, vous êtes, je sais pas,
Vous êtes salarié d'une boîte qui installe la fibre dans des immeubles. Vous travaillez pour un opérateur téléphonique ou quoi. Voilà, votre métier c'est ça. Ou vous êtes plombier, enfin je sais pas, vous êtes salarié vous êtes plombier, voilà, salarié dans une boîte de plomberie. Mais votre passion le soir, c'est de faire du graphisme, quoi. Vous adorez faire ça. Et du coup, le soir, vous faites des miniatures pour YouTube parce que vous adorez ça. Et petit à petit, ça marche tellement bien que ça va devenir peut-être votre emploi principal, mais de base, c'est un truc à côté. Et du coup, c'est des revenus qui sont pas censés être votre activité principale. Et là, c'est devenu l'activité principale et les gens perdent le salariat. Et c'est là que c'est grave, quoi. Et du coup, moi, mon auto-entreprise, ça a toujours été à côté, à la base de... Enfin, c'était un truc que j'aimais bien. En gros, par exemple, moi, j'ai un cousin qui est DJ. Mais c'est pas son taf principal, mais il adore faire de la musique. Donc voilà, il fait ses trucs de DJ en plus de son taf, quand il a envie, quand il a l'énergie. Mais il est pas dépendant de cette activité, c'est du bonus. Dans ce cas-là, c'est tout à fait ok, tu vois. Le problème, c'est que il y a des gens qui lâchent leur taf principal pour faire ça, parce que leur taf principal est à chier. Mais du coup, ils sont plus salariés, ils ont plus de protection, ils ont plus rien. Et ils se retrouvent dans la merde. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut me faire, Zedralcor Explique-moi pendant que je m'hydrate. Je suis consultant et photographe en auto-entreprise. Voilà, pareil, j'ai un pote qui est photographe. Il est dans la sécu. Il surveille un musée la nuit, en fait. Il fait la sécu dans un musée. Et sur ses week-ends, pendant ses vacances, dans du temps libre, il fait de la photographie. Et du coup, bah, de temps en temps, il gagne des sous avec ça. Donc, il a une auto-entreprise. Et voilà, en fait, il est très cool avec ça. Il est très ok avec ça. Et dans ce cas-là, c'est ok. Mais là, le problème, c'est que c'est devenu un substitut au salariat. C'est ça le souci. Et moi, là, par exemple, ça fait 2 ans, peut-être un peu plus. Faudrait que je regarde. Quand est-ce que j'ai arrêté complètement de donner cours? Bah, l'année dernière. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai plus d'autres activités à côté. Que je suis full... En gros, l'activité de mon auto-entreprise, c'est devenu mon taf principal. Et je vois très bien l'effet que ça a sur ton mental, en fait. C'est que du coup, t'es conditionné à te dire « Merde !» Si je me repose, je suis dans la merde. C'est pour ça que je vous dis, j'essaye de penser autrement. Mais j'essaye de penser autrement aussi parce que je vais pouvoir devenir salarié et que j'aurais pu à penser ça. J'aurais pu à penser ça. Sinon, tu te retrouves à t'exploiter toi-même pour toujours donner plus, quoi. T'as pas de sécurité. En fait, le salariat, c'est aussi la sécurité potentiellement de l'emploi et surtout, bah, potentiellement avoir le chômage et tout, quoi. Voilà. Des bisous, hein, Femme Fontaine. Incroyable, le pseudo. C'est gentil. J'avais aucun droit de fin de contrat. En fait, moi, les boulots que je faisais avant de... Enfin, en parallèle de mon auto-entreprise, c'était que des boulots qui me donnaient pas droit au chômage. J'étais vacataire à l'université. Je faisais du babysitting. Et après, j'ai bossé parfois tout en même temps. Après, j'avais... comment on appelle ça? Service civique, pardon. Un service civique. En gros, j'avais que des statuts. J'avais que des statuts qui me permettaient pas d'ouvrir des droits au chômage. Voilà. Merci Phil Sensei pour les 3 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah, les meilleurs statuts, voilà. C'est que des statuts de merde. Donc, bon. Voilà. Donc, j'ai jamais pu utiliser le chômage. Ouais, alors que l'intérim, t'as une prime précarité, voilà. Je fais quoi comme service civique? J'étais dans l'association Robin des Villes, qui est une association d'éducation populaire pour sensibiliser les gens de toute catégorie d'âge aux questions de ville, quoi, d'habitat urbain, pour se réapproprier et pouvoir prendre des décisions aussi, être actif localement. Ça peut être sur les questions, par exemple, de cours d'école, refaire les cours d'école pour que les gamins puissent avoir vraiment des espaces qui soient agréables, poser les questions de genre aussi dans l'espace public, d'urbanisation. Ça peut être aussi mobilier urbain qui est inhospitalier, notamment envers les personnes qui vivent à la rue. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Voilà. Mais ils n'avaient pas les sous pour m'employer après pour que je devienne salarié. Merci Queen Blamba pour les 27 mois de soutien. Merci beaucoup. Soyez maudits. Merci Queen Blamba. Et en parallèle de ça, bah voilà, chercher un financement de thèse, mais ça aurait été pareil, ça aurait été la merde. Tout est chiant, tout est chiant. Mais pour vous dire que, en gros, là, le problème, c'est que ça devient la norme,
que d'avoir une auto-entreprise et que ça devienne ton taf principal. Et alors ça met les gens en danger. Ça met vraiment les gens en danger. Ouais. Non, mais il faut qu'on se batte pour le salariat, en fait. Il faut qu'on se batte pour des meilleures conditions de travail et tout ça. Mais clairement, là, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Bon, en tout cas, on vous tiendra au courant pour la coopérative quand ça sera officiel et tout. Vous aurez de la communication là-dessus, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai aussi ce que ça change pour moi. Société de merde! Et ce que ça change pour vous. En vrai, pas grand-chose. Mais je serai plus sereine. Et ça, c'est bien. Merci, Voran, pour le Prime. Merci beaucoup. Merci, Voran. Bon, après, il va y avoir des coups de pression en disant « Merde, il faut que je rentre assez d'argent dans la coopérative pour pouvoir me tirer un salaire. » Ça, il va peut-être y avoir ça à la fin en toile de fond. Mais on verra bien. En fait, on est ensemble. On est plusieurs. Je me dis, on va s'entraider. Is ok, en fait. Voilà. Les ambiances de guilde. Exactement, ça va être ambiance de guilde. Oui. Ce qui est horrible, c'est que tout le monde veut s'échapper du salariat, car dans l'absolu, ça reste de la merde d'avoir un patron. Et l'autre entreprise, ça fait passer ça comme une solution, alors que c'est pire. C'est ça! Alors qu'en vrai, la solution, c'est de se débarrasser de son employeur. Mais oui. Ouais. Oui, c'est ça. Le salariat est devenu indissociable des logiques de management toxique d'entreprise. Et du coup, les gens vont vers l'auto-entreprise. Alors que c'est pas du tout la solution. En fait, quand tu es en auto-entreprise, c'est toi ton manager toxique. Parce que tu as incorporé toutes ces logiques de management. Tu les appliques à toi-même. Et c'est ce que tout le monde te dit aussi comme conseil. Pour pouvoir que tu réussisses à en vivre. Donc c'est de ton activité. Donc c'est horrible. C'est vraiment horrible. Salut Doragon. Ouais. Donc voilà, donc la fin du salariat qui est portée par des firmes multinationales comme Uber. Voilà. Et donc les gens de l'économie sociale et solidaire peuvent finir par adhérer à ça. Je lis un dernier commentaire et après je lance la suite. Je suis traducteur en auto-entreprise. C'était pour moi le seul moyen de devenir traducteur car vivant dans une petite ville chez mes parents, je songe à partir vivre dans une plus grande ville mais j'angoisse à mort de pas réussir à vivre par mes propres moyens. Ouais, je comprends. La traduction, c'est un métier très compliqué en vrai. Il y a pas mal de gens qui sont aussi comme ça en auto-entreprise, ouais. Il faut qu'on s'organise, exactement. Exactement. Dans ces débats, seules les élites ont la capacité de s'approprier les subtiles distinctions entre ces différents mondes qui demeurent essentiellement ancrés dans le ciel des idées. Or, la puissance du capitalisme, c'est précisément de s'être incarnée dans des pratiques quotidiennes, comme l'a montré l'histoire économique. C'est ça. En fait, dans les pratiques quotidiennes, le capitalisme vient comme ça nous conditionner à être de bons employés bien dociles. Et du coup, il faut qu'on ait des pratiques quotidiennes qui soient révolutionnaires. Déjà, abattre les employeurs, fonctionner dans des modèles coopératifs, ben voilà, pouvoir être décisionnaire de ce qui va se prendre comme choix dans notre travail et tout. Oui? Ah, j'ai pas mute mon téléphone, excusez-moi. L'économie sociale et solidaire se retrouve ainsi en porte-à-faux. Elle participe à légitimer malgré elle des pratiques dont elle cherche à se différencier. Contrairement au lieu commun qui consisterait à opposer le monde vertueux et désintéressé des associations à celui des eaux glacées du calcul, de la cupidité et de l'avidité, ça ne constitue pas les dimensions fondamentales de l'éthique de l'entrepreneur, comme l'a déjà mis en évidence Max Weber dans son étude historique sur l'influence des religions mondiales dans le développement de l'esprit du capitalisme. Oui, en gros, il n'y a pas une frontière entre les associations qui sont désintéressées et les entrepreneurs qui sont cupides et avides. Malheureusement, les deux sont dans le même monde aujourd'hui, les associations et l'entreprise. Donc, les deux finissent par fonctionner sous le même modèle, quoi. À la différence de pratiques de l'économie sociale animées par un projet d'émancipation radicale, comme par exemple le mutualisme, les réformateurs de la deuxième gauche, comme Michel Rocard ou Jacques Delors, ont toujours précisé que pour eux, si les entreprises de l'économie sociale étaient inscrites dans le cadre de l'économie de marché, n'avaient pas le projet d'en sortir, elles pouvaient être la cheville ouvrière d'un nouveau compromis entre la démocratie et le capitalisme. Donc en gros, dans l'économie sociale, tu as des gens qui veulent un projet d'émancipation radicale, mutualisme, coopérative, etc. Et de l'autre côté, tu as des gens comme Michel Rocard, Jacques Delors, qui veulent que ça soit dans le cadre de l'économie de marché et qu'on mélange démocratie et capitalisme. C'est ça. Les promoteurs de cette doctrine se réclament en effet d'un socialisme résolument moderne, c'est-à-dire ayant rompu avec le marxisme.
bien qu'il n'ait pas fait explicitement son Bad Gobsberg. Ouais, mais c'est trop... J'ai pas les refs, voilà. Moi, du Parti social-démocrate allemand, j'ai pas la ref. Mais en gros, voilà. Il se sépare du marxisme. Donc les moyens de production, on les reprend pas, on s'en fout. Hein. On a rien à foutre. Hein. Voilà. On est moderne. On décide un petit peu, on en discute. Voilà. On négocie. Mais c'est tout, ouais. Social traître, oui. Salut Shedden. Le Parti socialiste s'inscrit dans le cadre du néolibéralisme triomphant des années 80. Et son ambition première était de devenir respectable auprès du patronat et de la noblesse d'État, comme l'a mis en évidence Mathieu Fulat. Mais Mathieu Fulat, c'est pas toi? Ah non, toi t'es Mathieu Belli, pardon. J'ai cru que le mec il s'auto-citait. Après il a le droit hein, de s'auto-citer, mais voilà. Ouais. En fait, c'est perçu comme moderne à l'époque de faire ça. C'est perçu comme moderne. C'est pour ça que c'est mis entre guillemets. C'est pas le chercheur qui dit que c'est moderne. C'est à l'époque, on va le présenter comme moderne parce que c'est du néolibéralisme. C'est une autre manière de faire du capitalisme. Voilà. Et là, pareil, respectable. En gros, le Parti socialiste va se dire on veut apparaître comme respectable. Encore une fois, c'est eux qui en parlent comme ça. C'est pour ça que c'est mis entre guillemets. Mais parce qu'en fait, ils veulent être acceptés par le patronat. Pas mettre en danger le patronat. Ils veulent que le patronat les valide. Les adoubes disent bravo, tu fais partie des nôtres. On va pouvoir travailler ensemble. Voilà. C'est ça le problème. C'est dans ce contexte idéologique que Michel Rocard, alors secrétaire national chargé du secteur public, proclamait que l'économie sociale ne représente pas un plan de réforme de l'entreprise. Ça ne va pas réformer le monde de l'entreprise. Mais c'est plutôt la recherche d'une autre entreprise non capitaliste, d'une véritable entreprise socialisée. Ouais, mais en version SOSDEM, quoi. Il ajoutait également que la construction du socialisme n'exige pas seulement la conquête de l'appareil d'État, la transformation des mécanismes financiers qui dominent nos sociétés, la mise en œuvre d'une autre organisation du pouvoir, elle exige aussi que l'on sache par quoi remplacer le salariat, comment produire démocratiquement. Faute de quoi, la référence à la rupture ne sera plus qu'un mot vide de sens. Mais ça, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je veux bien conquérir l'État pour l'abattre, pourquoi pas? Transformer les mécanismes financiers, se sortir de l'économie de marché, par exemple. Mettre en œuvre une autre organisation du pouvoir, genre l'abolir, pourquoi pas? Et réfléchir à de nouvelles choses. Comment remplacer le salariat ou quoi? En vrai, produire démocratiquement, pourquoi pas? Mais là, le problème, c'est que tout ce qu'ils ont fait, c'est faire comme avant, avec un peu de vision plus démocratique, mais qui dérange pas. Donc en fait, on fait comme avant, au final. Oui, c'est ça. Le drame, c'est qu'on trouve que le capitalisme, c'est raisonnable, respectable et moderne. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que vraiment, c'est le monde du passé, le capitalisme. Hein. Faut passer à autre chose, là. En fait, franchement, ça a duré trop longtemps. On voit que ça fait juste détruire la planète, engranger des inégalités et faire souffrir tout le monde. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose, là. On est bien loin du socialisme de Mitterrand, époque Épinay. Ça, c'est clair. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Blast. J'ai pas le bon lien parce que la vidéo vient de sortir. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Blast le portrait que l'on fait de François Mitterrand avant son élection. Ses élections, pour être honnête. Avant même qu'il soit élu. Mitterrand sous Vichy, on va dire. Voilà. On a fait un nouveau portrait sur Mitterrand sous Vichy. Salut Sinka. Dans cette émission de vulgarisation historique et politique, qui est les portraits sur Blast, bien sûr. Oublié depuis les nationalisations. Oublié. Ah voilà. Donc, en gros, on oublie les nationalisations, on oublie la planification économique. Ça, c'était le Front populaire. L'économie sociale, c'est un laboratoire d'expérience et de pratique dans lequel le socialisme réformateur est susceptible de puiser. Voilà. Le socialisme réformateur. Voilà. On n'envisage pas de nouvelles manières d'être au monde, on réforme. Célébrée comme une autre économie par certains experts à l'origine d'une formule qui tire davantage de la prophétie autoréalisatrice que du travail scientifique, les attentes politiques vis-à-vis de l'économie sociale finiront par s'incarner dans la loi adoptée en 2014. Ce cadre normatif formalise par le droit un certain nombre de caractéristiques historiques, comme des attributs propres à ce qui est désormais désigné comme l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Oui, en gros, en 2014, sous Benoît Hamon, là, il y a une loi qui se met en place qui vient définir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, et il faut faire de l'innovation sociale, quoi. Ça ouvre la possibilité à des sociétés commerciales d'être reconnues comme telles. Voilà. Donc, tu peux faire du greenwashing ou du social washing, je sais pas comment... C'est pas du pink washing, je sais pas comment on appelle ça. Du red washing, je sais pas. Mais en gros,
Des sociétés commerciales, pas juste des associations ou des coopératives, hein. Des sociétés commerciales qui brassent de la moula et sont à but lucratif vont pouvoir faire partie de l'économie sociale et solidaire. Oui, des startups sociales, exactement. Ouais. Sous réserve de se conformer à certaines règles formelles. La loi ne résout cependant pas le problème de porosité des frontières entre économie sociale et économie de marché. Ah bah non, les deux fonctionnent ensemble. Ils en ont rien à foutre, quoi. Ouais. Porosité qui est consubstantielle à l'économie sociale et solidaire, dans la mesure où elle a longtemps coexisté avec des sociétés commerciales, sans que les statuts juridiques ne lui permettent de séparer nettement les deux mondes. Voilà. C'est ça. C'est dur. Non, c'est pas exploiter les gens pour leur bien-être, c'est... Tu dois apporter quelque chose, une innovation sociale pour la France. Et là, tu auras des financements publics, tu vois. On appelle ça un contrat à impact. C'est un partenariat public-privé destiné à favoriser l'émergence de projets sociaux et environnementaux innovants. Donc tu dois prouver que tu es innovant d'un point de vue social ou écologique et tu auras des sous de la part de l'État et tu seras inscrit dans l'économie sociale et solidaire, quoi. Voilà. Il faut que tu aies des solutions identifiées sur le terrain et que ça soit perçu comme efficace. Voilà. Donc, tu dois remplir des petits dossiers pour prouver tout ça. C'est quand même exceptionnel. C'est de l'argent gratuit pour des boîtes qui ont envie d'avoir une belle image, quoi. En fait, c'est aussi le fait que l'État ne s'engage plus sur l'action sociale et a envie de trouver une solution pour que ça soit d'autres personnes qui s'en occupent, que ça soit les associations ou le monde de l'entreprise, quoi. Faites des trucs... Nous, on n'a plus d'aide, là. Faites des trucs sociaux, là. C'est un petit vernis social, là. Fais-moi un petit vernis social, là. Appose ça, tranquille. Ok, nickel. Là, on est bien. Le problème, c'est que le monde associatif se retrouve pris là-dedans, quoi. Avec des logiques où il faut que tu fasses des dossiers pour avoir l'air pertinent pour l'État. Intéressant. C'est dur, hein. C'est dur. Ce que je vous propose maintenant, c'est... Là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce que c'était que les associations. On a vu que ça s'est professionnalisé, ça s'est institutionnalisé, à tel point qu'il y en a maintenant qui sont inscrites dans l'économie sociale et solidaire et qui sont côte à côte avec des entreprises, qui se font de la moula sur les questions sociales, alors que les associations, c'est censé être pour le bien commun. Il y a de la concurrence, ouais, entre associations pour obtenir les financements publics aussi. Enfin bref, on est dans une logique de professionnalisation qui n'apporte pas que du bien, même si y a des gens qui sont salariés et qui peuvent en vivre maintenant plutôt que des bénévoles. Mais il n'y a pas de valorisation non plus du travail bénévole. Bref, c'est la merde. En gros, c'est la merde. Il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés à l'État. Parce que là, en gros, moi, la thématique que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce premier live sur le monde associatif, c'est de questionner un peu ce lien entre les associations et l'État. Donc on a vu, il y a un lien entre les associations et l'État, c'est plus de la contestation. Les associations contestent de moins en moins l'État, elles sont plus dans une relation de dépendance à l'État pour avoir des financements, et elles sont plus du coup dans une relation complètement asymétrique, quoi, où elles subissent les décisions de l'État qui peut potentiellement leur couper les vivres pour donner ces vivres à quoi ? À de l'économie sociale et solidaire et à des entreprises qui font des partenariats publics-privés. Donc c'est un peu chaud. Là, c'est un peu chaud pour les associations. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lire ce qu'en dit la Ligue de l'enseignement, qui est du coup le partenaire de ce stream et des prochains streams à venir. En fait, le partenaire de ce cycle de lecture. Parce qu'ils ont fait un espèce de pamphlet, là, pour parler de ce que c'est que le monde associatif au moment des élections, pour essayer d'attirer le regard, en fait, sur les questions du monde associatif. Parce que c'est vrai que c'est pas un sujet de campagne. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire que le monde associatif et que le tissu associatif soit en train de mourir, globalement, tout le monde s'en fout. Merci, Docteur Jaune. Salut. Je ne sais pas si ça fait pareil qu'en recherche. Par exemple, tu finis avec des facs qui payent des boîtes de conseils qui ne comprennent rien à l'aspect scientifique des dossiers de demande de financement, mais qui sont spécialisés pour t'obtenir des sous. Oui, c'est ça. Ouais, t'as des gens qui sont spécialistes pour faire ces trucs-là, ouais. Même s'ils y connaissent rien, ils savent mettre la bonne forme pour que ça soit validé par l'État. Oui, bien sûr. Soit tu as des salariés dans ton association qui savent faire les dossiers et donc des gens que tu as employés pour faire ça toute la journée.
Soit t'as pas les sous pour employer quelqu'un qui fait spécifiquement ça, donc tu externalises de temps en temps, tu fais faire par quelqu'un d'autre. Soit tu as un salarié qui n'a rien à voir avec tout ça, qui va devoir apprendre à faire ça parce qu'il n'y a pas assez de sous pour faire autrement. En gros, voilà, c'est ça. Donc, je vous disais, nous allons lire ce qu'en dit le pamphlet politique de la Ligue de l'enseignement. Sachant que le titre de ce qu'on a lu juste avant, c'était un peu l'inverse de la politique. Hein. Je rappelle, sur l'économie sociale et solidaire, le chercheur, lui, il en disait que c'était une forme dépolitisée d'économie sociale. Donc c'est quand même une forme dépolitisée dans son rapport au monde aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, dans son ensemble. Hein. Évidemment, il y a des gens qui luttent, qui ont des projets autogestionnaires, coopératifs à l'intérieur. Mais dans sa globalité, comment c'est perçu par l'État, l'économie sociale et solidaire, c'est complètement dépolitisé. Voilà. Bah, c'est ce qu'on dit pour les assos, faire les dossiers, ça prend un temps fou. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, voilà, la relation entre l'État et les associations, globalement, c'est une relation asymétrique de souffrance et l'État vient complètement couper les financements et c'est de plus en plus compliqué. Dans ce contexte-là, on va lire ce qu'en dit la Ligue de l'enseignement. Un contexte sécuritaire préjudiciable aux libertés associatives. Parce que oui, on ne l'a pas dit, on a parlé des associations en général, mais on rappelle que c'est une liberté fondamentale aujourd'hui en France que de pouvoir s'associer et monter une association et juste s'associer ensemble, faire des choses ensemble. On a le droit de le faire, quoi. C'est une liberté fondamentale. Tout comme on peut avoir la liberté d'opinion, d'information, enfin voilà. Pour l'instant, exactement, pour l'instant. Oui. La loi de 1901, qui a créé le droit d'association, est une loi de liberté. Elle ouvre la liberté de faire collectif, la liberté de défendre ses idées, de porter un projet, de s'engager. Espace d'émancipation, de citoyenneté et d'engagement, les associations jouent un rôle déterminant pour la cohésion sociale des territoires. Actrices de la vitalité démocratique, elles sont un lieu d'expérimentation, d'innovation sociale. C'est la capacité leur est laissée d'exercer pleinement leur droit d'initiative et de se faire le porte-voix de tous les individus dans une dynamique de transformation sociale. En vrai, d'individus et de groupes sociaux, quoi, qui se retrouvent représentés par les associations. Les critiques et contestations portées par les associations sont ainsi indispensables du bon fonctionnement démocratique. C'est vrai que s'il n'y a plus d'associations, les gens font quand même des mouvements sociaux, on l'a vu, hein, les mouvements sociaux, ils partent pas forcément de syndicats, d'associations, de partis politiques, les gens font ça en dehors, les gilets jaunes, c'en est un bon exemple. Mais quand même, on va perdre tout un tissu démocratique si on n'y en a plus du tout. Hein. Si on perd les syndicats et les assos, ça va être compliqué. Salut Atypique. Ah, merci. On continue Star Océan, hein, bien sûr. Pour autant, dans un contexte marqué ces dernières années par l'adoption successive de régimes d'exception en termes de liberté publique et individuelle, comme par exemple l'état d'urgence, décrété en 2015 et prolongé jusqu'en 2017, suite aux attentats de Paris et de Saint-Denis, l'état d'urgence sanitaire à compter de mars 2020, et le renforcement des pouvoirs des polices, loi du 25 mai 2021 pour la sécurité globale préservant les libertés, la législation a également évolué concernant les libertés associatives. Ouais. En gros, les libertés individuelles sont vachement plus restreintes maintenant qu'on a état d'urgence et compagnie. Mais en plus, ils en ont profité pour faire évoluer la loi sur les libertés associatives. Ça fait beaucoup là, non ? Annoncé en février 2020 pour lutter contre les séparatismes. Ah, c'est ce que je vous disais. On va accuser les gens de séparatisme et de communautarisme. Mais préparé puis débattu dans un contexte marqué par l'assassinat de Samuel Paty, la loi confortant le respect des principes de la République a été adoptée le 24 août 2021. Parmi les dispositions adoptées figure le contrat d'engagement républicain. Ah ouais, là vous êtes prêts à vomir ou pas ? Le contrat d'engagement républicain, il y a certaines associations, elles vont plus avoir droit à avoir quoi que ce soit. Hein, parce qu'elles collent pas à ça. Il faut dissoudre les dangereux gauchistes, et oui. Ouais. Visant à lutter contre des groupes radicalisés et à endiguer la démultiplication des chartes et autres dispositifs de laïcité, entre guillemets, pris par les collectivités territoriales, le contrat d'engagement républicain a été adopté dans son principe par l'article 12 de la loi du 24 août et détaillé par décret en Conseil d'État. C'est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Donc, lutter contre des groupes radicalisés, il faut que ça soit défini. Pour la laïcité, il faut que ça soit défini. Sinon, ça risque d'être discriminatoire. Il y a des gens qui vont perdre des sous, quoi. Qui vont même plus avoir le droit d'exister ni de se rassembler. Même pire que perdre des sous. T'as même plus le droit d'exister, quoi. Il conditionne... Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelait la loi séparatisme. C'est ça. C'est ce qu'on appelait la loi séparatisme.
Il conditionne toute demande d'agrément ou de subvention publique et à ce titre entraîne dès à présent la modification des dispositifs et des procédures relatifs à l'agrément du service civique. Il y a des gens qui vont perdre des associations qui vont perdre le droit à avoir accès à des services civiques s'ils sont perçus comme séparatistes. Le décret comprend 7 engagements allant bien au-delà du cadre porté par l'article 12. Certains sont tout à fait discutables sur le fond, comme l'engagement numéro 1 relatif à ce qui est susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Donc, vous créez une asso et en fait, on se rend compte que potentiellement, vous allez faire des manifs après. C'est du trouble, ça, non? Vous n'avez pas le droit à ça. Il y a l'engagement numéro 7, par exemple, il faudrait respecter le drapeau tricolore, l'hymne et la devise de la République. Excusez-moi, est-ce que vous avez fait... vous avez chanté combien de fois l'hymne? Moi, je vous vois plutôt chanter l'international. C'est dangereux, ça, non? Bon, globalement, si vous n'êtes pas blanc... on s'inquiète. On se dit peut-être que vous respectez pas assez. Il y a aussi ça. Hein. C'est hyper discriminant. Hein. D'autres sont très précis, tels que l'engagement numéro 2 sur le prosélytisme abusif. Donc ça, c'est clairement islamophobe hein, derrière. De toute façon, la loi séparatisme, elle a été présentée comme islamophobe. Ils en avaient rien à foutre. L'engagement numéro 5 relatif à l'esprit de fraternité et de civisme, ou l'engagement numéro 6, la sauvegarde de la dignité humaine. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est Tu ferais une association qui irait contre la dignité humaine? Tu veux dire les groupuscules, par exemple, fachos qui tabassent des gens dans la rue? Ah oui, ça, je vois bien, ouais. La dignité humaine, ça la respecte pas beaucoup. Hein. Ça, je vois très bien. Les ratonnades, par exemple. Oui, oui, ça, on voit. D'ailleurs, c'est quand que vous avez dissous des groupuscules d'extrême droite, là? On attend encore, hein. Il y en a, certains, ils sont dissous, et après, personne vient les chercher. Donc, ils sont dissous, mais ils sont encore là, ils se rassemblent encore, et ils ont encore leur local. C'est quand même bizarre, ça. D'autres encore touchant au fonctionnement interne des associations, comme l'engagement numéro 3 sur la liberté des membres de l'association et l'engagement numéro 4 sur les non-pratiques discriminatoires, ouvrent une marge d'interprétation et de sanction à l'autorité administrative et non au juge pénal, que l'on peut estimer attentatoire aux libertés associatives. En gros, c'est pas les juges qui peuvent dire si vous êtes bien républicain ou non, ça va être l'autorité administrative, donc directement la bureaucratie, quoi. Faut surtout fermer leurs bars. Bah, ils ont bar, lieu de tatouage, ils ont des locaux, enfin, ils ont tout, quoi. Tel que rédigé, le contrat fait peser une responsabilité exorbitante sur les dirigeants associatifs. Donc plus personne va vouloir être dans le bureau des associations. Parce que si t'es accusé de séparatisme, tu fais flipper, quoi. En posant le principe d'une responsabilité collective sur les agissements de l'ensemble des salariés, des membres et des bénévoles de l'association. Bah c'est ça. T'as plus envie d'être au bureau d'une asso si tu dois faire attention à tous les agissements de tous tes salariés, de tous tes membres, de tous tes bénévoles. Enfin, c'est trop de pression. C'est trop de pression, honnêtement. Mouvement d'éducation populaire, confédération de fédérations d'associations, la Ligue de l'enseignement s'inscrit dans une longue tradition d'accompagnement de toutes les initiatives collectives et associations favorisant l'épanouissement et l'émancipation des personnes. À ce titre, la Ligue de l'enseignement s'est toujours positionnée contre les atteintes aux libertés associatives, essentielles pour notre démocratie et garantissant la capacité d'agir des individus. Ça, c'est vrai. Hein. Tu crées de la capacité d'action par le biais des organisations associatives, quoi. Elle veille et se mobilise pour défendre le dialogue civil, fondé sur une relation partenariale entre pouvoir public et associations pour les politiques publiques, au plus près des réalités sociales et politiques. C'est ce que je vous disais de leur rôle d'intermédiaire, quoi. Les associations sont devenues des intermédiaires entre l'État et les citoyens, tout comme vous avez les syndicats qui sont des intermédiaires entre les travailleurs et travailleuses et l'État. Mais ce qu'on voit, ça, c'est que ça marche de moins en moins bien, puisque l'État va bypass ces organes de négociation, et qu'en plus les gens sont énervés, font de moins en moins partie de ces trucs-là, et ont tendance à lancer des mouvements vraiment de la base, comme ça a été le cas par exemple pour les Gilets jaunes, en se passant complètement des syndicats, et les syndicats s'y greffent après. Point d'exclamation, lecture nouille de riz, pour avoir les infos sur les lectures qu'on a fait. Je vous ai pas mis les liens directement parce que c'est... Il y a un paywall, il y a le paywall de Kern. Mais si vous avez des accès étudiants ou des accès bibliothèque, vous pouvez lire. Pour l'exclamation lecture au singulier. Au singulier. Merci beaucoup. Le paywall, ouais, il faut payer pour lire, c'est quand même grave.
Je comprends pas que la recherche soit pas gratuite, hein, pour le coup, ça. Que tout l'accès à toutes les recherches soit gratuite, quoi. Bref. Est-ce qu'il y a... Attendez, ça continue. Ça continue. Ah oui, parce qu'il y a des propositions. Donc la Ligue de l'enseignement, avec la plupart des associations et des collectifs, s'est mobilisée tout au long des débats parlementaires contre les dispositions attentatoires aux libertés associatives de la loi d'août 2021, et particulièrement le contrat d'engagement républicain. Donc voilà, donc ils se sont engagés contre la loi séparatisme, quoi. Sachant que les associations et fondations étaient déjà soumises au respect des principes républicains en vertu des textes antérieurs. Oui, ça c'était déjà présent en fait. C'est full bullshit de rajouter tout ça. Là, la loi séparatisme, c'est juste 100% raciste et islamophobe, quoi. Parce que vraiment, il y avait déjà tout ce truc de respecter les valeurs de la République dans les associations. C'était déjà présent, en fait. Le contrat d'engagement républicain jette la suspicion sur l'ensemble du monde associatif et constitue un risque pour la liberté d'action associative, notamment dans sa capacité d'alerte et d'interpellation, voire de contestation que l'on peut estimer non seulement légitime, mais utile à la démocratie. En fait, c'est ça. Ils veulent museler le monde associatif, en général, au global, les contrôler et les empêcher de contester, quoi. Merci Yanitos, c'est gentil, bonjour. Oui, il y a SciHub aussi pour les papiers de recherche en version gratos, ouais. Avec le contrat d'engagement républicain, les mouvements associatifs en faveur de l'abolition de la peine de mort, de la légalisation du droit à l'avortement, de l'arrêt des essais nucléaires au mépris de la santé des populations, de l'accès de tous au traitement VIH, de l'alerte sur les enjeux de dispersion des OGM, de la lutte contre le dérèglement climatique, de l'assistance aux personnes en danger, fussent-elles sans papier, etc., se seraient vus privés de tout financement public au motif de ne pas être justifiés par un intérêt général apprécié par l'administration. Vous vous rendez compte ? Tous ces mouvements-là n'auraient pas eu d'argent. Qu'en sera-t-il demain concernant la préservation de la biodiversité, la conquête de nouveaux droits ou encore de débats relatifs aux libertés publiques ? Non mais c'est inquiétant. Franchement c'est inquiétant la loi séparatisme. Salut Rachid. À l'heure où nous assistons à une défiance démocratique sans précédent des citoyens vis-à-vis des institutions représentatives, c'est ce que je disais, c'est le cas par exemple pour les syndicats ou pour les assos, 66% de la population exprime leur confiance dans les associations. Donc ils ont quand même confiance dans les assos, la plupart des citoyens, d'accord. Les institutions représentatives telles que les partis, ils n'ont pas confiance, mais les associations, ils ont encore confiance. D'accord. Un débat public électoral marqué par des surenchères sécuritaires et identitaires. Quels sont les candidats qui comprennent et soutiennent l'importance du dialogue civil, du bien fondé des associations, fussent-elles contestataires ? C'est ça. En fait, pour qu'on ait une démocratie, il faut qu'on accepte qu'on ait une vie de journalistes, d'associations, de mouvements sociaux qui ne soient pas d'accord avec nous et qui puissent exister. En fait, c'est ça qu'on attend des politiciens et politiciennes qui survivent au conflit, quoi, et qui fassent avec le conflit, et qu'ils arrivent à formuler des propositions dans le conflit. Non, on parle de la loi séparatisme, qui était une loi qui a été votée en 2021, là. On parle. Ah oui, bah les grosses ONG, on a fait tout un cycle de lecture sur les grosses ONG qui effectivement font pas mal de merde et détournent des fonds. C'est dispo sur la chaîne de Rediff, tout ça. C'est ça, il n'y a plus de tolérance avec la dissidence, exactement. Ouais. Soyez maudits. Merci LP de Fleurs. Bah en fait, c'est un climat, c'est ce qu'il disait le pamphlet là. C'est un climat sécuritaire et c'est aussi un climat autoritaire, quoi, dans le sens premier du terme. L'État détient l'autorité et a le droit de définir ce qui peut exister ou non. Voilà, dans ce sens direct d'autorité. C'est l'autorité de l'État qui détermine ce qui a le droit d'exister ou non. Voilà. Merci LP de Fleurs pour les 11 mois. Je te suis depuis longtemps, mais 11 mois de soutien aujourd'hui. En route vers le salariat, en espérant que ça marche pour toi. Je crois que Monté fait ça et ça marche bien. Ouais, il y a plusieurs gens qui font ça, bien sûr. C'est juste qu'il faut trouver des collectifs pour le faire. Et du coup, à Lyon, on a découvert qu'on était assez pour le faire. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup pour les 11 mois, LP de Fleurs. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Bah oui. Ouais. Non, mais c'est chaud. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à aller voir sur Blast ce qu'on a dit sur le régime de Vichy avec Host. Ça a été publié pendant le stream, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Abroger le contrat dans... Alors, du coup, les propositions de la Ligue de l'enseignement.
Il faut abroger le contrat d'engagement républicain, une proposition que la Ligue de l'enseignement a défendue au sein du mouvement associatif, qui porte avec de nombreuses associations et syndicats un recours en annulation pour excès de pouvoir auprès du Conseil d'État. Promouvoir des déclinaisons sectorielles et territoriales de la charte des engagements réciproques entre États, mouvements associatifs et collectivités territoriales, telle que prévue lors de sa signature en 2014. Pour l'instant, cette charte n'est plus promue par l'État et n'a fait l'objet d'une déclination que dans le champ culturel. Ça, j'avais pas suivi tout ça. Ouais. En fait, ils font des trucs et après, ils l'appliquent pas, quoi. C'est chaud, hein. Il y a le lien de la charte, là. Charte pour un engagement réciproque. Entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales. Ça a été signé, hein, pourtant. Mais après, ils s'en foutent. Principe partagé. Confiance. Relations partenariales. Bénévolat. Fondement de la vie associative. Et après, ils détruisent complètement la démocratie. Ils font oui, oui, on signe. En fait, c'est comme la coop, comme les trucs écolos, quoi. Ils signent et après, ils appliquent pas. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Pouvoir faciliter... Non mais, l'État a signé ce truc-là. Promouvoir et faciliter l'engagement bénévole, civique et social de tous, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine sociale. Ah oui. Mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre, après vous accusez les gens de séparatisme quand il y a un peu de différence. Spoiler, quand tout le monde n'est pas blanc dans une asso. Ouais, ça rend dingo, hein. Ça rend dingo. Bon courage pour le travail, Neiraner. Oh, c'est trop dur à dire. Pourtant, c'est très joli. Mais j'arrive pas à le dire. Ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Bon, dans tous les cas, vous voyez, non seulement il y a des partenariats publics-privés, du coup, avec les associations aujourd'hui. Les associations ont de plus en plus de mal à survivre, mais en plus, maintenant, quand elles sont contestataires, quand elles portent un message différent qui est celui de l'État, elles sont potentiellement accusées de séparatisme et qu'elles viennent entacher la République. Donc, bon, ça fait peser une responsabilité sur les dirigeants d'associations. Potentiellement, il y a très peu de dirigeants aujourd'hui parce qu'il y a peu de gens qui veulent le faire parce que ça demande un engagement fort. On a dit c'est beaucoup de retraités qui font ça. Donc, pour trouver de nouvelles personnes qui veulent faire ça, vu le poids qui pèse sur elles, c'est beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Donc, ça va être très compliqué pour les assos. Faut vraiment qu'on ait... Enfin, c'est le but aussi de ce cycle, c'est de comprendre un peu le tissu associatif, son intérêt, et de voir si on peut pas se mobiliser. Maintenant, il faut même bosser quand on est au RSA. Ah ouais. Non, mais oui, non, mais c'est... Peut-être qu'ils vont trouver des petites entourloupes. Non, mais rien que le mot séparatiste... En fait, quand tu vois les termes utilisés... Tu vois, c'est vraiment horrible. Quand on voit les termes utilisés, des fois, j'ai l'impression... En fait, j'aime pas dire ça, mais vraiment... Quand j'étais ado, j'ai lu 1984 vite fait en cours d'anglais. Et je me disais, franchement, le mec, il en fait des caisses, là. Le George Orwell, là. Tu vois, au lycée, j'étais là. George Orwell, il en fait des caisses. Franchement, il décrit un truc. C'est trop. Franchement, c'est trop. Les gens, ils accepteraient pas ça. Et là, aujourd'hui, on est dans un état qui change le sens des mots, qui crée des mots, qui ostracise rien que le fait de discuter d'une loi immigration. Ça veut dire quoi, immigration? D'une loi séparatisme. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. On vit dans 1984 bientôt, là. Faut faire gaffe, les gens. C'est Black Mirror, là. Black Mirror à notre porte, là. Allô? Non, mais je vous jure, de 1984, saucisse. Non, mais je vous jure, moi, j'étais en mode, franchement, il tire... Enfin, il fait l'avocat du diable, quoi. Il va tellement loin, George Orwell, pour qu'on comprenne les problèmes qu'il y a actuellement. D'accord, mais là, t'es en mode, putain, mais en fait, on est vraiment en train de vivre dedans, la saucisse. C'est terrible. Et vivement la loi contre les méchants, bah, contre les terroristes, bien sûr. Ouais, on traite tout le monde de terroristes. C'est trop grave. Jouer sur les mots, ça a toujours été le cas, mais là, ça va de plus en plus loin. On détruit complètement le sens des mots, quoi. La philo, il y avait pensé avant lui, oui. Mais c'est pour ça que tu vois que la fiction, c'est cool, parce que ça fait le lien, ça fait des passerelles envers la philo, avec ce qu'on vit au quotidien, des témoignages et tout. La fiction, c'est trop bien pour ça. C'est trop bien. Par exemple, le bâtiment 5 de Lajli, ça fait le lien entre des témoignages, du vécu et de la sociologie, quoi. Enfin, des sciences sociales, quoi. C'est vraiment... c'est de la vulgarisation de sciences sociales par le biais de la fiction et des témoignages, et c'est du militantisme aussi. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors que le vrai problème de science des mots, c'est l'écriture inclusive. Vous m'entendez?
Zipep. Bon. Oui, mon chat est en train de dormir paisiblement. J'espère que cette première lecture vous a plu. La prochaine fois, on fait quoi? On fait Feur, en fait. C'est ça, le bail. Qu'est-ce qu'on fait mercredi prochain? Mercredi prochain, on lit sur les raisons de l'engagement associatif. Comment les gens rejoignent les assos, pourquoi? Sauf si je change d'avis d'ici là. Mais si vous avez envie de voir la suite, eh bien, ce sera la semaine prochaine.